Bonjour à tous et à toutes pour la première de Pick and Roll Action, votre petite dose de NBA pour un peu vous tenir au courant de ce qui se passe sur la planète basket et pour découvrir ou même redécouvrir finalement des histoires de joueurs, d'équipes ou de moments forts qui ont façonné notre belle ligue NBA. Et avec moi, pour parler basket, on ne le présente plus, il est la seule personne à pouvoir parler autant de la guerre du Péloponnèse que de la carte du Smoosh Parker. Monsieur Dorian est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, frérot ? Écoute, ça va pas tout mal, merci. Bonjour à tous. Et un plaisir, ma foi, de commencer cette belle aventure de Pick and Roll Action. Dans un premier temps, on va un peu parler de ce premier tour des playoffs. Il y a des séries qui sont finies, d'autres un peu moins. Et on va donner notre avis, parler de ce qu'on a aimé et moins aimé, concrètement. Dans un deuxième temps, on va faire un gros step back in time. Ça sera un peu notre focus, ma pastille historique du jour. Et quel est le programme aujourd'hui sur le step back in time, Dorian ? On va parler des Sonics des années 90, équipe mythique s'il en est. Et voilà, donc un petit retour sur toute la franchise et effectivement surtout centré sur les années 90. Et dans un troisième temps, dans la troisième partie, nous livrerons un petit duel autour d'un quiz. On vous invite tous à pouvoir jouer avec nous. Et sans plus attendre, frérot, c'est parti pour le petit tour d'actualité de ce premier tour des playoffs ? C'est parti. Allez, c'est parti, frérot. Alors, quelle série là, direct, est-ce qu'il y en a une qui te tente plus que les autres pour parler un peu à chaud ? Peut-être une à chaud plus que les autres ? Écoute, ouais. Je suis du coup Qu'est-ce qu'il y a ? supporter Dis-moi, des parle-moi. Lakers, apprenons-le. Ouais. Donc là, j'ai besoin peut-être un canapé, d'un psy, parce que ce qui s'est passé, voilà, une série calamiteuse, offensivement. Du coup, tu as la deuxième moins bonne attaque des playoffs. Ouais. Derrière les Knicks, bon, ça. C'est ça. Voilà. Ça pose de suite les bases. Voilà, c'est Du niveau qui a été proposé, ouais. c'est catastrophique. Je sais pas, il y a eu un délitement de l'esprit d'équipe. Je sais pas, il y a eu vraiment des mecs qui ont abandonné. Bon, là, du coup, pour rien cacher aux auditeurs, on sort de la vision du match 6. Du coup. Game 6, ouais, on s'est fait le replay là tout à l'heure, ouais. Et c'est vraiment, dès qu'Anthony Davis sort, Ouais. Très tôt, finalement, très tôt, dans le milieu du... c'est à 5 minutes, non? Ouais, c'est ça, ouais. Avant le milieu du premier Ouais, carton, voilà. Et putain, mais de suite, voilà, des épaules baissées, des mentons vers le bas, il y a eu un truc... Une attitude que, pour moi, j'ai jamais l'impression d'avoir vu LeBron James avec ce genre de... On en parlait tous les deux, mais on a vraiment l'impression qu'il est pas à 100%. Il est même très très loin d'être à 100%. largement. Comparé à comment il avait pu jouer cette saison régulière, avant sa blessure, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de conséquences qu'il n'y paraît. Manque d'agressivité, il prend beaucoup plus de shoot qu'à la normale. Mais sauf qu'en fait, cette baisse de pression, cette baisse d'envie, cette baisse de dynamisme, pourtant elle était pas là au début de cette série en fait. Je trouvais que dans les 3 premiers matchs, du coup la série était à 2-1 quand même pour les Lakers. Ouais. Moi je me rappelle du premier match qui a été un match contesté, il y avait de l'intensité, il y avait quelque chose qui se passait en termes de compétition. Tu vois. Ouais. Les Suns apportaient un vrai challenge pendant le Game 1 où ils ont gagné, À un gagné moment déjà. donné, ils avaient la meilleure dynamique, quoi. Ils ont fini deuxième, donc c'est sûr qu'ils arrivaient avec le plein de confiance. Mais ouais, comme tu dis, quand même, les Lakers ne sont pas laissés marcher dessus, quoi. C'est ça, ouais, il y avait... C'est ça, ouais, et du coup, avoir perdu ce premier match du coup chez les Suns et avoir gagné les 2 d'affilée après, il montrait cette sérénité de champion un peu. C'est ça qu'on retrouvait avec les Lakers beaucoup. Tu fais un peu accrocher au match 1, alors qu'Anthony Ouais. Davis passe à côté. Ouais. Et les matchs 2 et 3, par contre, vraiment, Davis domine, même Schroeder est 2 bon. fois 34 points, 2 fois 34 points en C'est ça, back-to-back. donc en fait, tu viens avec l'avantage du terrain avant ton dernier match à domicile, tu te dis, ouais, ok, ça va aller, quoi. Mais c'est vraiment le Game 5 a été un tournant, je trouve, dans... Ils se sont fait éclater. Ils se sont fait éclater au Game 5. Ils se sont vraiment fait éclater. Et il y a eu du coup la blessure... Davis qui n'a pas joué tout le match. Et ils sentaient que ça a été On a vraiment l'impression que la série elle a été perdue là, parce qu'après ils s'en sont jamais remis en fait. Ils se sont jamais remis de ce match en fait. Et là on a l'impression d'avoir revu vraiment un replay du match 5 un peu. Il y a un peu de ça, même si bon, ça a été un peu plus accroché avec un retour dans le 3e. Mais après, même plus encore que le match 5, je dirais le match 4, où tu es vraiment derrière, et puis tu commences à revenir, je crois que tu es à moins 5. Ouais, Et c'est Schroeder et LeBron qui sont en contre-attaque, et Schroeder qui rate un layup facile. Ouais.
Et derrière, bon, tu te prends un 3 points de Crowder. Ouais, donc tu le repasses fameux turnaround là voilà, où c'est tu ça. passes, ouais. Tu repasses à plus 8, je le dois avouer, je me souviens plus à quel moment exactement du 4ème essai. Mais c'est vers la fin, c'est vers la mais fin, ouais, c'est les vers la 5 fin. dernières minutes. Hein. Et il y a déjà là, j'avais vu LeBron qui était exaspéré qu'il ait raté ça. Alors je comprends, ça doit être très très énervant. C'est un peu frustrant, ouais. mais je sais pas, en tant que leader, est-ce que tu peux te permettre vraiment de... Parce qu'en fait, tu jettes ton collègue à la benne, quoi. Là, C'est un peu l'idée, ouais. Ouah, Tu as perdu le match dans ta tête déjà, c'est ça, et dans ton attitude, dans ton body language. c'est Et ça. Qu'est-ce que tu transmets aux autres, quoi? Choquant. Tu es le mec le plus regardé de l'équipe, il y a tout le monde qui... Voilà, C'est le meilleur joueur de la planète. Hein. Donc voilà, tout le monde le regarde comme un modèle dans cette équipe, enfin j'imagine, en tout cas, j'espère. Il le mérite. Et du coup, tu fais ça, je sais pas, je trouve que c'est un peu abandonner ses coéquipiers, même s'il le fait pas au final d'abandonner ses coéquipiers statistiquement, même sur le reste de la série, mais... Ah putain, dans la... Il y a eu un truc, il y a eu un problème... Enfin, je suis absolument pas au courant, mais il y a l'impression que le groupe ne vivait pas super bien. Il y a eu un petit truc, ouais. Est-ce que c'est le manque de matchs tous ensemble? Moi, je sais pas, j'ai tendance à penser que ça devrait pas plus jouer que ça. Non, il y a plein d'équipes qui n'ont pas tant joué que ça, mais il y a un truc qui se passe dans le groupe. Et c'est vraiment la blessure d'Anthony Davis, putain, tu te dis, waouh. Et ce qui mène du coup à la... Offensivement, il n'y a plus rien en fait. Mais c'est ça. C'est offensivement qui a été une catastrophe à regarder où... Enfin, on comprend pas en fait. Ils n'arrivent pas à attaquer, ils n'arrivent pas à mettre un panier, les shoots ne rentrent pas. Et puis les entames de match, quoi, putain. Sur les 2 derniers là, c'est dramatique. C'est non, là, dans ce Game 6 là où Booker sort du coup très énervé dans ce... avec cette volonté de bien finir les Lakers. Hein, il a bien senti le sang qui coulait et il s'est jeté dedans. Et il n'y avait aucun souci. Et du coup, la première fois d'ailleurs que LeBron est éliminé au premier tour quand même. Ouais, sacré stat. C'est pas ses premiers playoffs. Non. Et il fallait que ça tombe un jour. Et on espère bien sûr que... Moi j'ai hâte de voir comment les Lakers sont... Bon après finalement c'est qu'une défaite, hein, mais repartir sur ça, je sais pas. Il y a un truc à voir parce que comment tu reconstruis ton effectif, effectivement, tu as quand même pas mal de gars à voir si tu les prolonges ou si tu les gardes. Arel qui est absolument pas utilisé, on en a beaucoup parlé de ça. Ouais, honnêtement je comprends pas parce que là en plus tu le relâches, comment tu le ressors dans ton game 6 où tu es dominé et tout. Je pense qu'il aurait pu faire du bien un peu avant de se relancer par son intensité. Ces moments où tu n'arrives pas du tout à mettre un point. Il y a toujours lui qui serait arrivé à t'en mettre 4-5 comme ça, des points de hustle, vraiment des trucs pour un peu recréer du momentum. Quoi. Je pense que ça aurait été intéressant de le relancer avant. Surtout étant donné Drummond, sa production. Quoi. Merde. C'est catastrophique. C'est calamiteux. C'est catastrophique. Et une grosse déception parce que dans nos brackets, on avait tous les demi et les Lakers champions. Analyse fine de la journée. Hein. Ouais. Du coup, hâte de voir qui va un peu prendre le trône. Mais vraiment déçu en tout cas de la prestation des Lakers et moi je pensais qu'ils allaient amener cette en fait on est les champions en titre les gars, poussez-vous, on arrive à faire le taf. Et les Suns, enfin je pense qu'il faut aussi remettre aussi beaucoup donner aux Suns. Ah oui, non, je pense que les Suns ont vraiment gagné cette série. Oui, non, c'est pas les Lakers qui l'ont perdu. On a beaucoup parlé des Lakers les là. Les Suns ont été très bons. Franchement, pour leur premier playoff, Booker et Ayton. Bon, Ayton s'est un peu calmé sur les 2 derniers. Même c'est vraiment il a gagné des matchs à lui. Hein. Mais les premiers qu'il fait, putain, c'est monstrueux. Cette sensation que Ayton peut dominer un match au poste de pivot, alors qu'il y a Anthony Davis, André Drummond, Marc Gasol dans la raquette en fait. Il y a vraiment, j'espère pour lui, ça sera un déclic vraiment dans sa carrière qu'il arrivera à reproduire vraiment de vraies grosses saisons, quoi. Du bon 20-13, un truc comme ça, sur toute la prochaine saison, ça serait toute la régulière, ça serait bien. Ouais. Non, mais c'est donc. Franchement, bien joué les Suns. Je les attendais pas à ce niveau. Malgré Paul, en plus, diminué. Hein. C'est ça, en fait. La blessure de Paul au Game 1 était pour moi en mode, bon, voilà, ils ont pas Paul, ça va pas le faire. Ouais. Et agréablement surpris. Ils perdent quand il est pas là ou quand il joue très peu. C'est ça, mais là pas dominant, mais il est là, il gère l'équipe, il gère le tempo, il fait les... quand Chris Paul, les bonnes choses au bon moment. D'ailleurs, en fait, c'est son Game 4 où il est très très fort offensivement, mais vraiment, c'est mi-distance. Quoi, là, c'est ça, mais tu sens qu'il y a toujours des difficultés à shooter. Quoi. Ouais, un petit peu. Petit peu, mais après, voilà, il arrive quand même à driver tout le monde, à mettre le panier quand il faut, la balle où il faut. Non, franchement, très très fort. Et puis Booker, c'est insolent. C'est un plaisir à voir ce mec, c'est incroyable. Donc Bryant sourit, où c'est qu'il est, il sourit. La relève est là. Très très clairement. Techniquement parlant, des fois il faut se frotter les yeux. Surtout au Staples Center avant-hier, là, je veux te dire, il y a un petit problème. C'est ça, maillot violet. Et j'aimerais aussi, moi je trouve qu'Aaron Pyle a fait une bonne série, même si son Game 6 était loin d'être son meilleur match, ce n'était vraiment pas un bon match pour lui. Mais j'ai bien aimé son apport et quand Chris Paul a pas été là,
il a pris la relève offensivement Ouais, très et il a mis cette présence qu'ils avaient besoin en sortie de banc pour toujours continuer à emmerder les Lakers. Et du coup, pour un mec qui était en Chine, cette année quand même, ils sont allés chercher en Chine, tu vois. Franchement, big up à Payne, tu vois. Moi, je pense qu'il fait une bonne série, même si forcément il est limité sur plein de trucs, mais offensivement, il t'a fait des points, t'as 17, 18 points. Il a fait mal où il fallait faire mal. Franchement, moi, je trouve qu'il a été un gros facteur dans la victoire des Suns. Hein. Très clairement, il a Ouais. supporté l'offense et vraiment mettre du rythme et tout quand Paul était pas là, quand il était seulement sur le banc. Exactement, ouais. Et ouais, non, très très fort. Franchement, à voir s'il peut continuer du coup sur la prochaine série, mais ouais, c'est vraiment archi intéressant ce qu'il a fait. Ah, mais clairement. Écoute, moi je pense que j'ai fait le tour sur cette série. T'as Ouais, d'autres trucs à ouais. rajouter, toi? Non, écoute, là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Voilà, vos gueules d'émission. Et Jason Kidd aux Celtics. Écoute, en continuant sur les matchs qui ont été joués hier, on sort aussi d'un replay de Game 6 entre Denver et Blazers. Je vais essayer de pas insulter des gens, mais je peux pas ne pas parler de Terry Stott en fait. Je suis à deux doigts de lancer une pétition pour l'envoyer en prison. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est vrai que concrètement, du coup, je l'ai dit juste à la fin pour plaisanter, mais Frank Vogel a été dramatique sur l'ensemble de sa série. Yeah. Manque d'ajustement, des choix étonnants. Enfin bon, du coup, voilà, pardon, mais c'est juste parce qu'il fallait le Non, mentionner mais quand je suis même, d'accord. voilà, Ouais. mais Là, passons- dans la continuité des coachs en mode bon, les gars, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ouais, la passivité, comme toutes les games. Mais bon, bref, pardon, parlons de Denver. Ouais, non, t'inquiète. Et que Denver là, la pour palme moi, d'or pour moi, elle va à Terry Stott. C'est terrible. Le symbole, je pense, de cette incapacité, cette impuissance que je ressens, c'est ce Game 5 de Lillard qui sort un match Correct. absolument incroyable. Je veux dire, il a défoncé. Tout le monde a devenu ses petits-enfants quoi, pendant le match. Des shoots incroyables, il a maintenu son équipe à lui tout seul, il a mis tous les points en overtime, enfin bref. Mais en fait, ils ont perdu, forcément. Mais en fait, pour moi, c'est ce manque de. Ce qui était flagrant dans ce match, c'était qu'il n'y avait aucun plan de jeu. Cette fin de match, c'était donner la barre à Lillard et Lillard marque. Il était super bien défendu. C'était, comme dirait Paul George, c'était que des mauvais shoots. Tu vois. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas des bons tirs, tu vois, tirs qui te font gagner des matchs. Il les a mis. Et à la fin du match, tu donnes des tirs à CJ McCollum, d'accord, qu'il a pas mis un putain de panier tout le match. Hein. Bref, les ajustements tactiques, les ajustements entre les matchs, le style de jeu, le plan de jeu, est pour moi une des énormes raisons pour laquelle Portland n'a pas réussi à passer cette série, et c'est pas la première fois, ça s'accumule d'année en année, et un tour quand tu joues contre des Denver qui a bien joué, mais réduit quand même, sans Jamal Murray et Will Barton qui sont deux titulaires. Quand même des sacrés apports offensifs. Ils se sont battus, ils ont fait un bon match, mais tu te prends 120 points par match, c'est quand les blessures se prennent 120 points par match cette série. Je suis au bout du rouleau. Pour moi, c'est la fin. Terry Stott ne doit plus coacher les Blazers l'année prochaine. On est en train de chier sur la carrière de Lillard d'une violence intersidérale. Voilà. Moi, honnêtement, je voulais faire un point sur ça. Si tu as des trucs à dire sur Denver ou... Je vais rester un peu sur Portland. Ouais. Effectivement, il y a un fusible à faire sauter. C'est soit arriver à trouver un bon trade pour CJ, soit faire sauter Stotts. Ouais. Et à mon sens, il faut faire sauter Stotts. Non. CJ, c'est pas le problème. Hein. Non. Ça va faire quoi, 10 ans maintenant qu'il est là, Stotts, Ouais. qui remplace Macmillan de mémoire. Ouais. C'est trop compliqué. Zéro alternance, putain. Tu l'as dit en overtime, si c'est pas Lillard qui met les shoots, et d'ailleurs dans le dernier overtime, dès que Rivers se colle vraiment à Lillard pour qu'il ait jamais Dès la qu'au bout balle, d'un moment, il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe absolument rien. Ils perdent ce match parce qu'offensivement, il n'y a rien qui se passe. Et je ne sais plus quoi faire. Et Après, ouais. encore une déception, c'est-à-dire, c'est encore une bonne saison régulière qui démarre bien. Et après, il y a une blessure. Et après, ils galèrent. Ils descendent. Et encore une déception en playoff. Et Encore un premier tour. encore au premier tour, quoi. Alors que tu as une équipe, pour moi, qui mérite... T'as un effectif qui te permet d'aller beaucoup plus loin qu'un premier tour, pour moi. Ah oui. Profondément déçu par cette série. Et j'ai, paradoxalement, mais j'ai bien aimé la série Denver. Jokic a été super. dominant trop et fort. assume sa saison MVP de De façon, 5 fois plus de 30 points sur les 6 matchs. voilà. Et puis de 30 points, pas 31 points. Et puis là, on voit ce match, Ah, il commence tout doucement. Puis alors après, quand il commence à enchaîner, c'est
c'est catastrophique, ils savent pas quoi faire, quoi. Il y a rien pour le retenir, quoi. Ce mec-là. Oh là là. Et du coup, le vainqueur, Denver jouera le vainqueur entre Clippers et Mavericks. Non. C'est. Je perds. Non, c'est Suns, Non, il joue c'est les Suns. ouais. Il joue les Suns. Il joue les Suns, oui, pardon, on a regardé tout à l'heure. Ça va être une belle. Du coup, il joue les Suns. série. Donc ça, on en parlera la prochaine fois, mais ça va être une série qui, je pense, ça promet. Hein. Et après, ouais, et sur Portland, il faut en reparler aussi de Nurkic, sa gestion des fautes, qui est. Alors, surtout au Game 5, mais c'est. De prendre autant de fautes offensives quand tu sais que tu dois défendre Jokic, que nécessairement, du coup, tu vas faire des fautes. Ouais. C'est obligé, tu peux pas les éviter. Non. Gère-toi en attaque, quoi. Bon, après, même si du coup, il se fait expulser au match 5, la 5e faute, qui est une faute offensive, elle est questionnable. Voilà, elle est questionnable. C'est de liste. Mais du coup, ne te fais pas expulser sur l'attaque derrière, quoi. Ouais, la frustration, ça a été la faute. Laisse dunker Gordon, de mémoire c'est Gordon. Hein. Ouais. Vas-y, tranquille, mais reste sur le terrain parce qu'il fait tellement bien. Il est trop important pour plein d'autres compartiments du jeu. Et quand il n'y a pas Nurkic, Jokic il est dans son jardin. Oui. T'arrives pas à choper un rebond. J'aime beaucoup Robert Covington, mais défendre Jokic, c'est pas. Non. Puis le rebond, c'est pratique hein, dans un match il paraît. de basket. Hein, ça aide. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette série. On est pas mal. Bravo à Denver. Hein. Bravo à Denver. Ouais. Et oui, il faut en placer une quand même pour Michael Porter Jr. Malgré son irrégularité, il y a un bout de talent. C'est-à-dire que là, il a fait le match 5, 10 sur 13. Et ce match 6, il a fait 10 sur 19. Au premier quart-temps, c'est-à-dire que ce match 6, la première quart-temps, 22 points. Il y avait une sensation de... Attends, mais il va te mettre combien de points dans un match? T'as peur, quoi. Ça, hein. Avec son high release, avec sa capacité à prendre des shoots n'importe comment, mais en fait, c'est des grosses ficelles. C'est incroyable. Il fait peur. Il y a cette sensation de peur, de crainte un peu. Hein. Il y a un truc, ouais. Le moment où il va apprendre à être régulier, ça va être compliqué. Hein. Parce qu'effectivement, il a des petits trous dans la série. Je crois qu'il y a un match où il met que 7 points, je crois. Ouais. Mort. Ouais, mais quand il en met, quoi. Mais par contre, quand il commence à filocher, tu peux rien faire en fait, parce que tu peux pas le défendre. Il n'y a pas d'ailier, tu vois, qui peuvent venir le garder. Non, c'est incroyable. Non, on en parlait la dernière fois, tous les deux en off. C'est clairement le truc le plus proche de Kevin Durant, quand même, visuellement. Il y a de ça, il y a ce mot-là. Je veux dire, il n'y a pas plus proche dans la rigueur, dans des certains matchs, hein, pas dans la constance. Oui, non, c'est ça, oui, le truc. Mais il y a des matchs où il y a une efficacité, un peu, t'as rien à faire, sensation un peu, qui fait énormément passer à Kevin Durant. Ouais. Il y a de ça, et puis, bon, question d'époque aussi, il a un meilleur shoot à ce stade-là de sa carrière que Durant. Quoi. Exactement. Mais à 3 points, question d'époque, encore une fois. Parce que bon, l'efficacité qu'a Durant maintenant à 3 points, bon. C'est ça. Non, c'est ça, donne-moi 5-6 ans d'XP à Porter, et je peux te dire qu'il va inspirer la crainte à 2-3 personnes en playoff. En espérant que sa blessure au dos, hein, c'est ça, ne revienne pas, mais. Apparemment. Mais a priori, il a l'air quand même bien en jambes. Franchement, c'est incroyable d'avoir joué un mec comme ça, autant de facilité. Ça fait plaisir, sa 3e saison là. Enfin, sa 2e, du coup, sa première saison, c'était. C'est ça. Et puis Monté Maurice aussi, les 2 derniers matchs. Big up à Monté. Très fort, Monté. Carriera, Game 5. Ouais. Et excellente 2e mi-temps dans le Game 6 décisif. Ouais, il a supporté la lotte que normalement Will Barton amène au scoring. Il y a un peu de ça. Ouais, non, franchement, très bon. Bravo. Non, mais bravo Denver, ils ont gagné, ils ont été meilleurs. Superbe série, ouais, et contre les Suns, ça va être vraiment très beau. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer. Ouais. Et moi, ouais, non, clairement, ça, on en reparlera, mais je pense qu'il y a une petite série, très petite série qui se profile. Hein. Certainement, ouais. Écoute, moi je propose qu'on continue à l'ouest. Allons-y. Moi, clairement, je propose qu'on parte sur Memphis Jazz. Ouais. Du coup, la série qui s'est finie à 4-1, mais pour moi, clairement, Memphis, c'est mon gros coup de cœur de ces playoffs, de ce premier tour, même du play-in en général. Ça fait kiffer. Même s'ils ont, ils ont éliminé mes petits Warriors, mais il y a quelque chose qui se passe à Memphis. Même si le score final 4-1 pour moi reflète pas la physionomie de cette série finalement. Moi je trouve que Memphis a poussé le Jazz à devoir sortir des matchs de grande qualité pour pouvoir les gagner. Ils se sont loin d'être baladés pour moi. Je trouvais que... C'est le match 2 où ils prennent une branlée Memphis 3, je sais plus. Je sais plus. Mais non, en effet, vraiment bravo à Taylor Jenkins et Taylor, bordel. Que ce blaze. C'est n'importe quoi. Là, entre Queen et Taylor, on est bien. Ouais. On est bien. Et du coup,
il y a vraiment un truc sexy quoi, autour des Grizzlies. Non, il y a une énergie. Oh, il y a un truc, Il y a- c'est dingue. Tous ces jeunes là, les Dylan Brooks, les Ja Morant évidemment, surtout. Hein, voilà. Pour la première playoff, bravo les gars, surtout Ja, exceptionnel. Voilà, ça pointe dans la défaite au Game 2, c'est incroyable. Non, il y a un truc qui se passe dans le jeu, c'est fluide, tout le monde touche la balle. Il y a un leader émotionnel en Dylan Brooks et il y a un leader d'équipe. Ouais. Il y a une superstar in the making quand même pour Ja Morant, je trouve. Je pense aussi. Ça pue le basket. Il y a un bon coach. Ils ont envie de jouer entre eux. Ils ont envie de jouer pour les autres. Il y a une vraie volonté de tout écraser, de jamais avoir peur. En fait, le truc symptomatique, je trouve, c'est les tentatives de poster de Ja Morant. Tout le temps. Où vraiment 2-3 fois par match, il se dit allez, Je vais te monter vas-y, dessus. c'est le défenseur de l'année. Non, je tente quand même, il n'y a pas de problème. Il m'attend très bien, il est en position, mais j'y vais. Il n'y a que des chiens, il n'y a Et que des gros c'est chiens. ça, je trouve que c'est symptomatique vraiment, les petits Desmond Bain, là, les trucs comme ça. Jaren Jackson, s'il avait une saison complète, voilà, est-ce qu'il aurait pu avoir un vrai apport en plus, parce que je pense que c'est quand même le deuxième meilleur joueur de cette équipe, et voilà, il a manqué toute l'année, revenu doucement de blessure. Donc non, franchement, Grizzlies, il y a quelques années de développement et peut-être quelques pièces en plus. C'est les équipes les plus jeunes de la ligue, ouais. La deuxième, ouais. Vraiment, c'est incroyable, super intéressant. Et le Jazz, quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut en parler. Tu perds le premier match, Memphis qui sort de la dynamique du play-in. Ouais. Tu n'as pas Donovan Mitchell, bon, tu le perds. Pas Donovan au dernier moment. Soit, et encore, il me semble qu'ils le tiennent bien. Ouais. Et après, par contre, Mitchell revient, tu sens qu'il y a quelque chose. Gobert, très très bon. Ouais. Vraiment, Mitchell en métronome. Très bon. Ouais. Il est là et quand il faut. Il a ses effusions quand il faut, en fait, un peu voilà, de scoring. Ouais. Mais non, franchement, bravo le Jazz. Et puis alors, cette orgie à 3 points qu'ils arrivent à maintenir en playoff, c'est incroyable. Le roster est chiant. Wow, s'ils arrivent à faire ça la prochaine série, c'est incroyable. Non, ce sérieux du Jazz. Ils sont arrivés, c'était un challenge un peu ce premier tour contre Memphis. C'était pas un cadeau, c'est loin d'être un cadeau, tu vois. Voilà. Et j'ai trouvé qu'ils ont répondu. McConley a été, pour moi, le daron, quoi. C'est-à-dire que dans plein de matchs, dans le quatrième carton, Memphis est là, Memphis tourne, ils sont à -5, -6, -7, et tu sens, et t'as Conley qui est là, qui enchaîne. Non, en fait. Les tirs précieux. Non. Et voilà. Les enfants. Ouais, le FedEx Forum, je connais bien la salle, j'ai mes repères. Vas-y, je connais la moitié des personnes. Et les playoffs, c'est pour les darons, les gars, vous êtes bien mignons, mais ça sera pas pour cette année. Ça fait plaisir. Bon, c'était déjà le cas cette saison, il était très bon. Non, voir qu'il prend la mesure de sa nouvelle équipe, que vraiment il est dedans, et il apporte tout ce qu'on connaissait de lui à Memphis. Le Jazz inspire la confiance d'une équipe qui, pour moi, joue vraiment clairement le titre. Tu vois. Surtout que c'est vrai qu'après, ils reposent évidemment sur une adresse incroyable, mais ils savent quand même défendre. Ils ont toujours cet aspect-là qu'on leur connaît depuis des années, de savoir aussi de temps à autre ralentir et mettre les barbelés. Et enfin, franchement, c'est quelque chose, hein, putain. Vraiment bravo. Un plaisir. Un 80, un gentleman sweep très propre. Ouais, un gentleman sweep bien géré. Et en tout cas, hâte de voir ce qu'ils vont proposer dans le tour d'après. Ouais. Et du coup, dans le tour d'après, le vainqueur de Clippers Mavs. Là, alors au moment où on enregistre, du coup, les Mavs ont gagné le Game 5. Game 5, on est maintenant à 3-2. Donc on est à 3-2 pour les Mavs. Match 6 ce soir. C'est une série intéressante, très étrange. Très étrange. Vraiment, personne n'a gagné à domicile. Personne. Ça sert à rien de toute façon. C'est assez incroyable parce que quand les Mavs gagnent le deuxième match, tu te dis, le momentum, les Clippers, qu'est-ce qui se passe ? C'est fini. Je pense qu'on aurait fait on aurait papoté après la fin du game 2. On aurait pété des plombs en disant que de toute façon ça dégage quoi. Pour rien cacher, le sujet des Sonics nous est venu parce que après game 2. Si les Clippers se font éclater, il faut qu'ils déménagent et ramenez-nous Seattle. C'est clairement ça. Je me rappelle à la fin du game 2 où Doncic a été incroyable les deux premiers matchs. Il est arrivé, il a dit en fait non. C'est chez moi, et j'aime bien, tu vois. Techniquement au-dessus, il arrivait à apporter, j'ai beaucoup aimé les apports de Hardaway, de Bronson, de Kleber dans leur rôle, tu vois. Ils étaient tous dans leur rôle, ils faisaient leur rôle à perfection. Ah non, mais c'est... Dorian Finney-Smith dans le 5, qu'est-ce qu'il est précieux en défense. Alors après, par contre, il a du mal à mettre le ballon dans le panier. 3-6, ouais. Mais waouh, putain, défensivement, le taf qu'il fait sur Kawhi dans le match 5, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, et il y a des petites interceptions sur Paul George aussi, qui est... Bon, le quatrième carton de Paul George dans le match 5 est
est terrible. Et- Faire 3 pertes de balles coup sur coup comme ça, je Ouais. comprends pas qu'à un moment donné, c'est pas quelqu'un d'autre qui ait la balle, parce que en parlant d'entraîneur moyenasse, C'est vrai que la Palme d'Or, notre ami Tyrone, ça se voit, hein. waouh, c'est Ça se voit, vraiment- comment dire. Il y a le côté, il fait un changement au match 4 du coup, de jouer small ball avec Batum et je perds la tête, hein. C'est terrible, dans la raquette. Maurice C'est tout à fait Maurice, Ouais. Marcus Maurice. Où il se dit, waouh, ça marche, je les ai pris à revers, c'est bon. Mais sauf qu'en fait, il y a Rick Carlisle, il attend pas 3 matchs pour faire un changement. Non, Il il met- attend 3 minutes. Il met Marjanovic pour Porzingis. Et ben oui, vous vous faites démonter au rebond. Et Marjanovic, quand il a la balle dans la raquette, c'est chiant parce que tu es obligé de faire venir 3 mecs pour essayer de lui piquer. C'est chiant, et il met des paniers. C'est- Et moi, j'ai adoré la réponse des Clippers, que j'attendais vraiment pas de prendre ces 2 matchs à Oui, oui, Dallas. tout à fait. Oui, pardon, c'est vrai que oui, j'allais en Je parler. Mais... trouvais, Et du coup, au moment où comment dirais-je, où les Clippers gagnent le match 4, qui reviennent à 2-2, ouais. on se dit, mais merde, quoi, le momentum, ça y est, c'est complètement inversé. Les Clippers vont Ils vont gagner 4-2. C'est ça. Ils vont gagner 4-2. Parce que tu sors, tu as un Kawhi d'ailleurs, mis à part au match 5, qui est fantastique en attaque. Il tourne à combien, à 33, 34 points, je crois. C'est Il a une monstrueux. trentaine. Ouais, il a la Il trentaine. est incroyable. Mm. Paul George est très très bon. Mm. Il est à 26 points, je crois. Moi, j'aime bien la série de Paul George. Je dans ne pas l'ensemble, lui ça demander va, forcément plus plus de enfin, que ce soit régulier dans ses Ouais, performances, voilà. mais Il y a de ça. Mais après, et honnêtement, le match 5 là, qui gagne les Mavs, vu comment il le gagne, Mm. waouh, Ah, il y avait une ça côté va être dur à miracle, chercher. hein. Il y a un miracle. Honnêtement, ces moments dans la première partie du troisième où ils mettent plus un panier, et vraiment il se passe rien. Et les Clippers prennent un peu d'avance, mais sauf qu'après, la deuxième partie du troisième quart-temps, c'est une masterclass des Mavericks, Mm. où ils montent à plus 13, je crois, de Ouais. mémoire. ouais. Et sauf que dans le quatrième, rebelote, ils en mettent plus un. Bah, quand Doncic a moins le contrôle du match, les Dallas sont perdus. Il se passe rien. Ça se passe rien. Il se passe rien. C'est Et syndrome du coup, Lillard. notre ami Porzingis, il cherche toujours à se cacher quelque part. Bon, là, au final, il en met un très important. Porzingis, moi, j'en ai Mais marre. Hein. heureusement, waouh, Porzingis est censé être le lieutenant de Doncic. c'est ça, il doit être en 20. Allez, on sait qu'il Non. n'aime pas les rebonds, mais qu'il en Bah, prenne au moins 20. 8-9. Mais Non, il me. c'est pénible. Je suis perdu avec Porzingis. Je n'arrive pas à. Je trouve qu'il y a des matchs où il n'y a aucun impact. C'est ça. Il Moi, ne je me prend suis pas dit, le rebond. Moi, j'ai bien aimé, c'était le game 4, même s'ils l'ont perdu. Je trouvais que, bon, il avait assumé, bah les gars, bon, de toute façon, au scoring, je suis pas là. Mais il se battait au rebond, il avait mis des pressions je trouvais, sur les Clippers qui étaient intéressantes au rebond offensif, notamment. Mm. Mais, je veux dire, ce n'est pas un lieu. C'est censé être un. Ouais, t'es censé. Mais en fait, il est censé casser la gueule, quoi. Parce que c'est soit des mecs plus petits, soit Maurice, soit Batum qui le défend, Ça, soit je c'est sais, Ivica quoi. Zubac, quoi. À un moment donné. Quoi qu'il en... Bon, Zubac a pris la sauce, hein, tout le monde, mais c'est surtout Doncic qui lui met en fait. Après, parce ça qu'il- arrive à ils font quelques switcher. gens de se prendre la sauce par Doncic. Oui, oui, ça arrive. Mais après, bon, ça c'est encore une fois de vouloir switcher à tous les coups en défense à un moment donné. Enfin bon, oui, tu vas prendre 2 points minimum, quoi. C'est ce qui va se Minimum. passer. Si tu switches un gros sur Doncic, oui, tu. En plus, les switch quand même facilement, je veux dire. Oui, Ils oui, switchaient oui. facilement. Hein. Oui, oui. Tu mettais un faux, Il un- switch à chaque fois. Ouais. C'est à chaque pic. Donc c'est pas possible de faire ça à ce niveau-là. Non. Après, ouais, Porzingis, moi, il y a eu vraiment un moment du Game 5, je me suis dit, ouh là, allez, il est dedans. C'est de mémoire premier quart-temps où il fait une vraie attaque baseline vraiment incisive et tout. Mm. Je me suis dit, allez, il va Ouais. vouloir aller au mastic un peu, mettre les coudes Ouais. Ouais. comme il faut, mais non, il Ben non. disparaît. Il Il disparaît littéralement. Et Il ça devient disparaît. un shooter de corner, ça devient Steve Novak. Ben merde quoi. Ça va être un All-Star. Hein. C'est pas ce qu'on Porzingis, veut c'est fut All-Star à un moment donné. Ouais, sa dernière année Knicks, ouais. Avant-dernière. Il ne joue pas comme un All-Star et clairement, ça ne permet pas pour moi aux aux Mavericks de Non. prendre cet avantage. C'est clair avantage, Non. quoi. Parce qu'ils ont les Clippers sont la meilleure équipe sur le Très papier, largement. quand même. Très largement. Enfin, au bout d'un moment, quoi. Mais avec une telle équipe, honnêtement, moi je sais pas. J'ai quand même du mal à parier contre eux, tu vois. Non, moi Même si ça me ferait plaisir qu'ils se fassent éliminer. Hein. Doncic va arrêter non plus au bout d'un moment, il ne peut pas tourner en 40-12 quoi. Genre c'est pas possible, tu vois. Et moi je vois quand même, je crois aux Clippers parce que le problème c'est que ils ne peuvent pas perdre cette série en fait. Si tu veux garder Kawhi Leonard, si tu veux garder un semblant d'espoir que les Clippers en fait c'est pas des marioles, ils ne peuvent pas se permettre. Du coup là ce soir, à chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'on me dit dans cette série, c'est le match le plus important de l'histoire des Clippers. C'est de la 3e fois qu'on le dit, je pense, de la série.
Ah, c'est game 1. Ah, c'est le game 4. Et là, c'est le game 6, là. C'est le match le plus important. Les 2 prochains, là. Ben là, Franchement, la franchise, elle répond sur ça. Hein. ah oui. Ça dégage, hein. Vraiment. Ah, mais là, on pète des plombs, quoi. Genre, Comment tu peux te permettre de perdre au premier tour, quoi, avec la saison que tu fais ça a moins parlé cette année, donc c'est bien, mais non, c'est beaucoup pas plus possible. recentré. Il y a des ajouts hyper intéressants. Je pense qu'elle est meilleure, cette équipe-là, hein, foncièrement, Forcément, les meilleurs. que l'an dernier. Voilà, après, bon, c'est sûr que Ibaka qui est pas là, c'est regrettable, mais bon, il y a quand même. Normalement, tu dois les gagner, ces Mavs, quoi. De les gagner, ouais. Tu dois les gagner. Non, donc hâte de pouvoir visionner ce petit Game 6. Et on aura le plaisir d'en parler la prochaine fois, mais j'ai quand même peur pour les Clippers. Mais en tout cas, ouais, attention, zone rouge. Hein. Vrai match sous tension, donc on va voir. On sait que Doncic, ça le dérange pas, donc. Voilà. Non, la pression. Hein. Je te propose du coup, maintenant on a passé toutes les séries du coup sur la conférence Ouest. On va gentiment passer à l'Est. Je te propose de commencer en parlant de Celtics Nets. Ouais. Donc la série de toute façon, toutes les séries sont finies. Toutes les séries sont finies à l'Est, ouais. Ça a été quoi, toi, ton. Qu'est-ce que t'as. Ouais, qu'est-ce que tu retiens de cette série finalement? Écoute, qu'est-ce que je retiens qu'offensivement, quand même, il y a un truc. Hein. Il y a un truc qui se passe, ouais. Ils sont pas mauvais, quoi, Ouais. on peut le dire, je pense. Ballon, panier. Non, ouais, il y a donc 85 points, je crois, de moyenne du trio des Nets. Et ils ont égalisé le record all-time d'ailleurs. C'était pas les Nuggets d'ailleurs sur une série perdue, les Kiki Van de Way, Danny Seul, tout ça là. Alors en fait, il y a 2 trios qui ont marqué 104 points dans un match. Ouais. Il y a Jojo White, Dave Cowens et Havlicek en 73. Ok. Et Wilkins, Randy Whitman et Spud Webb en 86. Incroyable. Fallait le trouver, ça. Fallait le dire avec confiance. Hein. Et ce Game 4 pour moi est le. Quand il y a eu le trade de Harden, c'était cette. Attends, mais ces 3 mecs vont jouer ensemble dans un match et ils jouent dans la même équipe. Et ils vont proposer un. En fait, il y a ce sentiment d'impuissance, moi, que je retiens énormément sur cette série. Le niveau. La marge était. L'écart de niveau entre les équipes, était clair. Oui, Et très largement. surtout offensivement. Offensivement, c'est terrible, d'autant plus que Jaylen Brown n'était pas là. Alors là, Kemba Walker, bon, ça devient compliqué. Ça hein. commence à être compliqué. Ouais. Voilà, après, bon, bah, tu prends un match grâce à Jason Tatum qui est incroyable. Match 3, ouais. Qu'est-ce qu'il est beau à voir, putain. C'est piece. Ouais. Il est incroyable. C'est un des meilleurs matchs de l'histoire. Enfin, c'est des plus grandes performances dans l'histoire des Celtics en playoff. Un 50 points win, de toute façon, ça, hein, c'est quelque chose. Mais voilà, mais oui, les Nets trop forts. Même si défensivement, je suis pas impressionné. Par les Nets ? Ouais. Mais Bref. à voir. Moi, je trouve qu'ils ont mis une plus grande intensité qu'ils ont mis en saison régulière. Un petit peu. Moi, j'ai bien aimé ce que. Ouais, il y avait une vocation de rentrer dans ces playoffs et de vouloir bien commencer, tu vois. Il y avait une dynamique de on va arriver, on va bien jouer. Moi, je vois clairement ces Nets, on en avait parlé tous les deux, moi je les vois clairement aller loin. À voir, mais en tout cas, oui, c'est très impressionnant offensivement et la prochaine série va être vraiment incroyable, je pense. Une série du coup qui joue les Bucks qu'on parlera après quand ils ont géré le Heat. Moi, le point positif que je garde vraiment de cette série, c'est Robert Williams, mais notamment son match 1 que je l'ai trouvé vraiment incroyable. Sa présence surtout défensive qui a mis cette énergie aux Celtics qu'on avait grandement besoin et qui ont permis que ce match 1 a été plus ou moins contesté, même si la force tranquille des Nets a fait que ça a déroulé. Mais voilà, moi je garderai un œil clairement sur la saison prochaine de Robert Williams et sa progression et voir qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment dans ce roster des Celts, quoi. À voir, ouais, moi je dois avouer que j'ai quelques doutes sur de l'avoir en tant que pivot titulaire toute une saison, mais c'est toujours bien un profil d'energizer comme ça, un mec qui au final qui peut te changer le cours d'un match, quoi. Exactement, ouais. Par un peu du momentum, des gros contres, même des gros dunks, parce que notre ami. Intriguant. C'est un bon petit joueur, quoi qu'il en soit, ouais, très intéressant. Le plus logique pour moi, je pense que maintenant on peut parler de Bucks Heat, ouais, ça fait qui a été finalement similaire dans la sensation de domination.
Ouais, premier match serré, Premier match menteur. très intéressant. Premier match Franchement, menteur. moi je me suis dit, ouais, on va avoir une série là. Ouais, Ça se joue sur un très beau game winner de Chris Middleton. ouais. Mais après le reste, ça déroule. Le Jimmy Butler à l'envers, mais complètement. Jimmy Butler hein, qui. Il y a 26%, non, c'est pas ça 19 field goals dans les 4 matchs. C'est catastrophique. C'est pas beaucoup. C'est une honte. Offensivement, ça a été compliqué pour Jimmy. Ouais. Tu as vraiment des Bucks dominants. Malgré Yanis qui offensivement ne fait pas une série incroyable, je crois qu'il a à peine à 20 points, 21 points. Mais bon, par contre, il prend 15 rebonds, il fait 7-8 Il fait pas joué 40 minutes. Hein. Non, c'est vraiment très fort. Et moi, je vois ces Bucks vraiment très bien armés pour au mieux faire chier les Nets, voire passer quoi. Mais clairement, je me rappelle ce premier match, on l'avait maté ensemble, ce Game 1, où on a beaucoup ragé sur les lancers de Yanis en disant que mais attends, ils ont failli perdre ce match à cause de ça en grande partie. Mais la différence Jrue Holiday se fait sentir incroyablement. C'est-à-dire que l'année dernière, ce match 1 là, j'ai l'impression qu'il gagnait pas en fait. Non. Mais là, il trouve un moyen de gagner. Et Jrue Holiday, c'est pas Eric Bledsoe. Non. C'est-à-dire que tu as un contrôle du jeu qui est quand même pas pareil, une capacité de défendre qui n'est pas pareil. Et ça se sent incroyablement. Et les chouilles qu'ils ont distribuées au game 2, 3, 4 au hit. Ça a déroulé. Je veux dire, après avoir mis 50 points d'écart en décembre, vous avez foutu 19 3 points. Il y a eu une avalanche offensive avec un Brinform qui s'est dit ouais, bon, moi, Hall of Fame, tu vois. Ça m'intéresse, tu vois. Il a sorti un match au game 2, 22 points et au game 4, 22 points aussi. Le seul point négatif, c'est qu'il y a DiVincenzo qui est out. Ouais, exactement. Ça risque d'être pénible parce que vrai apport des deux côtés du terrain. Franchement, il risque de manquer un peu contre les Nets. Non pas que ce soit une absence décisive. Ouais, mais c'est un starter quoi. Ouais, mais t'aurais pu perdre Middleton, tu vois. Ou Holiday. Non, bien sûr, mais. Parce que Connaughton fait plus ou moins le même job, c'est sûr que ça fait un mec en plus, c'est dommage. C'est ça. Quand tu as un mec en plus à envoyer un peu. C'est finalement le point négatif de la série des. Oui, Bucks, c'est le seul point négatif d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quand même notifiable quoi. Parce que c'est un mec qui aurait pu, sur quelques séquences, défendre un peu en relais sur Irving et Harden. Donc c'est un peu dommage, mais ouais, dans l'ensemble, c'est. Non, ça a été une série dominée. Les Bucks sont pas là pour perdre au premier tour, sont pas là pour choc. Ils ont un but en tête, ça se voit. Je pense qu'on va pas faire une preview de Nets Bucks, hein, mais il y a une odeur de finale NBA dans cette demi-finale, un peu en termes de niveau qui peut être proposé. Tu penses pas toi ? J'ai l'impression. D'accord, ok. Wow, c'est une demi-finale à l'Est qui pue la finale NBA. Et ben, tu sais que ça arrive. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment quand même. Hein. Ouais. Et en tout cas, énormément hâte. On aura l'occasion d'en parler la prochaine fois, mais waouh. Ouais, putain, si on peut avoir cette match de celle-là. Très curieux de savoir qui va gagner cette série. Ouais, carrément. Et celui qui sort de cette série, honnêtement, vraiment, vraiment hâte. Écoute, en parlant dans la continuation des séries contrôlées et dominées, on peut finir avec Philadelphie, qui a sorti dans la même lignée que les Nets et les Bucks, une série contrôlée, quoi. Dominée, la différence de niveau était claire. Washington n'avait pas les armes pour compter avec la capacité des Sixers à très bien scorer, à très bien défendre. Ben Simmons en forme, je trouve. Très bon. Pour moi, Ben Simmons réalise sa meilleure série de playoffs de sa carrière. Je l'ai trouvé serein en attaque. Il a super bien organisé le jeu. Il a mis de la pression. Mettre du tempo, un peu plus de scoring. Super agréablement surpris par la série Ben Simmons. Ouais. Les Wizards ont réussi à en prendre un. Le match où Embiid est sorti sous blessure. Tout à fait. Un match où Bill est bon, Westbrook est bon et ça joue toujours autour. 21 comme n'importe qui, ça y a pas de souci. Mais moi j'ai pas énormément de choses à dire par rapport aux Wizards, à part que moi j'aime beaucoup Gafford. Moi j'aime bien Gafford. Très intéressant. Je trouve que c'est un super pick-up de la part de Washington cette année là. Un peu le choper en loose day là. Ils en voulaient plus, ils pouvaient plus l'avoir aux Bulls. Moi je trouve qu'il a apporté vraiment un truc. Un peu freakish là qui saute, c'est incroyable, il arrive à choper des ballons. Il est athlétique. Il y a plus besoin du balai pour aller chercher le truc quand le ballon est coincé, je te le dis. Hein.
Non, du coup, ouais, moi, le point Gafford, moi, j'ai pas d'autre à dire. Non, mais après, voilà, la différence de niveau s'est faite ressentir. Bertens, c'est un boulanger. Oh là là. Et après, voilà, la question pour les Sixers, c'est comment Embiid va revenir et quand. A priori, c'est pas une blessure trop grave. Non, mais on n'aime voilà, jamais ça. Il est mal tombé. Forme, ouais. C'est moche, ça, la chute. C'est, ouais. On va voir. Ça serait vraiment vraiment moi, terrible qu'il soit non, c'est diminué, pas l'année. Cette sensation de sérénité, pareil, de Philadelphie, j'ai envie qu'elle soit exploitée et j'ai envie de les voir. Donc, ouais. C'est très clairement leur saison la plus aboutie Exactement. du process, quoi. Enfin, donc, ouais, on a envie qu'ils soient au complet, quoi. Pour qu'il y ait, en plus, ça pourra donner une très belle finale de conf, que ce soit les Nets ou les Bucks. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais, hâte, on se tiendra au jus sur la condition d'Embiid et on espère déjà que au prochain tour, il sera OP. Tout à fait. Et du coup, au prochain tour, ils joueront les Hawks. Les Hawks, tout à fait. Du coup, je te propose de parler de Knicks Hawks. Ouais. On avait tous les deux mis les Knicks. Tout à fait. Knicks en 7. Ouais, moi j'ai mis Knicks en 7 aussi, Knicks en 6, je crois. J'étais un petit fifou. Le premier point, moi, c'est le truc que je me rappelle le plus, le Madison Square Garden. C'est incroyable. Quand tu passes de pas de fan au Madison Square Garden en feu, il y a une différence. Ouais, la différence de température, c'est interstellaire. Ça a été un bonheur. Ouais, ça a été un bonheur. Après, il faut relever le petit crachat qu'il y a eu au game 2. Qui a été un problème de toute façon qui a été généralisé à plein de séries. Il y a eu pas mal comment dirais-je, d'écart de conduite de certains supporters. Bon, heureusement, c'est minoritaire. Mais voilà, mais c'est vrai que cette ambiance incroyable. Et puis, on va souligner la première série de playoffs de carrière de Trae Young, qui s'est nourri de cette hostilité. De cette haine. De cette haine, ouais. Même. Non, là, c'était pas le... Ouais, c'était de la haine. Quel joueur. Putain, il est incroyable. Il a absorbé toutes ces énergies négatives autour de lui. C'est ça. Et... Waouh. Incroyable, je ne pensais pas qu'il... Bah, bien sûr, c'est pas la première fois qu'on voit Trae Young jouer, tu vois. Ouais, mais waouh, cette... Tu dis première série de playoff de sa carrière, Madison Square Garden. En plus, un Garden retour des fans, donc ça fait longtemps qu'ils ont pas... Tous énervés. Ouais, tous fous. Il y avait la moitié il y avait des stars, tu sais plus quoi en faire sur le court. Il y a une... Spike Lee qui a dû faire marathon, je pense, devant sa chaise, il était incroyable. Non, franchement, ouais, dingue, vraiment. Dingue. Moi, en fait, j'ai été surpris par la domination. C'est-à-dire que, offensivement, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les Hawks. Ils avaient énormément d'armes, en fait. Ouais. Les apports de Gallinari, Lou Williams, notamment en sortie de banc, se font sentir énormément. Gallinari, même en défense, il a été très très bon sur le Lou Williams apporte moins numériquement. Mais d'avoir ces deux vétérans là qui. Gallinari fait. Il est pas mal titulaire toutefois sur la série Gallinari. Je ne me trompe pas. Il me semble le starting five c'est Trae Young, Kevin Huerter, Hunter, Collins et Capella. Je crois qu'il y a quelques matchs où Gallinari start. Ah ouais, il y a quelques pour moi. D'accord. Mais ouais, purement, il est là, il met une pression offensive dingue et défensivement, comme tu dis, ouais, c'est pas mal battu. Ouais. Et puis Capella a dominé. Waouh, vraie performance, hein. Putain. Oui, parce que du coup, bon, faut signaler, on a effleuré le sujet quand on parlait des Lakers, mais l'attaque des Knicks, du coup, pire attaque de ces playoffs, ça a été catastrophique. Quand la majorité de tes actions est entre les mains de Derrick Rose et d'Alec Burks en 2021. Ce n'est pas possible. Parce que même si Derrick Rose est très très bon sur les 3-4 matchs. Et heureusement qu'il a été bon, sinon ça serait transformé en une très moche série. Ce n'est pas possible de faire ça, de proposer aussi peu. Randle a été cataclysmique au shoot. Ouais. Mais tu sens que lui a senti la pression du Madison Square Garden plus que Young. Nettement plus que Trae Young. Ça a été compliqué pour lui d'assumer cette pression qu'il a eu de star des Knicks en fait. Complètement, ouais. C'est sûr que c'est un maillot lourd à porter. C'est un fardeau lourd à porter, star des Knicks. Mais et encore qu'il soit pas bon au shoot, s'il arrive à impliquer tout le monde, enfin non, même si non, en fait non, shooter à 27% c'est pas possible. Non. Mais si tu veux gagner, c'est compliqué. Mais il avait été intéressant aussi dans l'année à porter les balles, à porter les attaques un peu, à organiser un peu tout. Ouais, quand ça rentrait pas ses shoots. Et en fait, il l'a fait très 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 peu sur cette série. Moins présent au rebond, moins présent en playmaking. C'est ça. Hein. Sensation vraiment qu'il n'a pas pu s'exprimer, qu'il était bloqué dans une... Ça, et même RJ Barrett, bon lui, après c'est
C'est merde, sophomore. Oui, sophomore, ouais. Junior, ouais, sophomore. Ouais. C'est peut-être un peu plus compréhensible, voilà, bon, tu es jeune, tu loupes ta série, parce qu'il a été vraiment très discret. Ouais. Très discret, il me semble qu'il est pas mauvais d'ailleurs au match 5, mais... Ouais, non, mais il fait des bons matchs, mais c'est vrai qu'en fait, offensivement, tu peux pas trop reposer discret, sur quoi. Reggie. Enfin, c'est pas là où il se fait le plus. Mais en fait, même, il a jamais porté la balle, quoi, quasiment. Il était là juste pour finir des Derrick Rose. bouts de chaîne, Tout quoi. était dans Derrick Rose. C'est ça. Et même Alec Burks, quand il est rentré, putain. En fait, il a vécu sur son premier match où il avait mis quoi, 27 points, c'est ça? Ouais, et il a fait un très bon match. Il mettait ses paniers, ça, c'était. Et en fait, il s'est dit, bah vas-y, gros, je fais ça tout le temps. En Et en fait, non. Parce que tu restes Alec Burks. Contrat max, quoi. Donnez-moi le contrat. Ouais, c'est ça, non, vraiment, performance abysmale de l'attaque des Knicks. Ouais. Le banc, en fait, a porté l'attaque des Knicks. Au premier match, ils en mettent 60 points the bench. Et le deuxième, il en a plus de 50. Mais tu avais besoin de plus, en fait. Ouais, et tu sentais que les Knicks sont limités de ouf en attaque. Reggie Bullock ne peut pas être ton meilleur scoreur. Non. Ce n'est pas possible. Non. Et pas assez d'armes, en fait. Et ça s'est senti. Et du coup, je me suis senti un peu con quand j'ai fait ma preview. Parce que je me suis dit, quand on a fait notre preview, quand notre score, quoi, en disant... j'ai sous-estimé de ouf les armes présentes du côté d'Atlanta. Ouais. Et j'ai surestimé la capacité des Knicks, je pense, à transposer un peu leur c'est ça, ouais. truc, ouais, de régulier. Et que en fait, le hustle qu'ils proposent et la détermination en défense, ça suffit pas. Ça suffit pour pouvoir être quatrième à l'Est. Ouais, voilà. Mais en playoff après. Comme une équipe qui est rondement menée et qui est là pour gagner avec un meneur qui. Wow. Et puis Taj Gibson titulaire en 2021 aussi, il fait le taf, mais sur des petites séquences. C'est vrai que ouais, honnêtement, Thibodeau, j'ai quand même des petites questions encore. Ouais. Sa gestion de Frank Nilikina, je la trouve cataclysmique. Je ne sais pas. Il fait quoi? Il joue quasiment pas de la régulière. Il le met sur. Alors que quand il joue, des fois 20 minutes, il a fait des petits matchs intéressants. Et là, il joue pas des playoffs, il joue 30 secondes en tout et pour tout dans le premier match. Ouais. Défends Trae Young. Ben vas-y, défends Trae Young qui est chaud sur la dernière action. Ouais, mais non. On fait pas ça en fait. Non. C'est incroyable qu'un cerveau défensif comme Tom Thibodeau fasse une erreur pareille. Tu mets un mec qui n'a pas joué du match. Parce que tu le lances tout le match, Nilikina. Je pense qu'il aurait fait du taf. Et en plus, il est pas mauvais pour organiser le jeu. C'est sûr que c'est pas Stockton, il peut porter il peut apporter offensivement également. Il aurait pu mettre ses 10 points, ses 12 points, qui seraient 12 points là en ce moment, vu ce que les Knicks tournent, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, du coup... c'est très décevant de la part des Knicks. Mais il faut célébrer la saison. La saison des Knicks a été belle. Ouais. Retour en playoff. C'est super. Ce Madison là, ça donne envie. Ça a peut-être attiré d'autres gens aussi vers les Knicks. Aussi. Qui était une blague légendaire. Je veux dire, il y a 2 ans, quand il y avait les free agency de KD, de Irving et tout, s'il y avait une série comme ça à Playoff au Garden, tu vois, ça change des choses. Hein. Qui sait? Ça change des choses. Hein. Au lieu d'être une grosse farce en 2019 ou 2018, là, il y a un truc qui se passe et ça fait du bien de voir des fans, de voir cette ambiance basket. On veut des Knicks forts, de toute façon, pour la NBA. Il faut toujours des Knicks. Et j'espère que c'est une base et que c'est pas la comment dire, le top, tu veux dire. Ouais, voilà. J'espère. Zénith. Donc, hâte de voir. Bonnes vacances, hein, profitez Cancun. Ouais. Mais hâte de voir ce qu'ils proposent l'année prochaine, quoi. Ouais, tout à fait. Écoute, on a fait le tour des 4 séries. Tout à fait, ouais. On est bon. Plus rien à rajouter? T'avais un petit truc que tu voulais parler ou on est bon? Écoute, non, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce à quoi je pensais. On est bien. Voilà. Et encore une fois, il faut féliciter Atlanta, je pense. Ouais, non. Et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais grosse série contre les Sixers quand même. Ouais. J'ai hâte de voir s'ils vont step up encore de niveau. Ouais, ça serait incroyable, mais ça va être intéressant. C'est pareil, là on a 2 demi-finales à l'Est qui sont intéressantes et je pense ça va proposer des matchs de grosse qualité. Hein. Ouais, après un premier tour, effectivement, un poil... on s'y attendait, il y avait beaucoup de différences de niveau. À l'Est, mais là, franchement, les demi, ça va être très intéressant, sûr. Mais nickel. Et écoute frérot, je te propose qu'on se fasse un gros step back in time. Allons-y. Allez, c'est parti pour le step back in time. Alors du coup, pour ce step back in time, on a décidé de parler des Seattle Supersonics. Voilà, puisqu'on a récemment, il est sorti une nouvelle disant qu'il y aurait vraisemblablement une extension dans les prochaines années. Ouais.
Avec donc un retour à Seattle. Ouais, ça nous a trigger un peu. Ouais, en plus de Vegas. Donc voilà, ça nous a dit comment dirais-je, qu'on devait parler de Seattle. Ouais. En plus, effectivement, on a rappelé que les Clippers doivent disparaître. Ouais, c'est ça. Il y avait des liens faciles à faire. Voilà, exactement. Alors du coup, Seattle, c'est la 18e plus grande ville des États-Unis, avec plus de 700 000 habitants, quasiment 800 000. C'est une des villes qui a le plus grand nombre de sportifs licenciés des États-Unis en proportion. Ouais, c'est un gros market. Hein. Il y a pas mal de joueurs NBA qui y sont nés. Il y a Brandon Roy, il y a Jamal Crawford, Aaron Brooks et Rodney Stuckey aussi, pour parler de légende. Ouais. Et c'est une ville importante culturellement, aussi ville de naissance de Bill Gates, de Jimi Hendrix, de Kurt Cobain, et aussi de la grande légende Tory Black, on t'embrasse. Et du coup, la franchise est créée en 67 du coup. Ouais. Une première saison très faible, effectivement très faible évidemment, franchise d'extension. L'année d'après par contre, on a l'arrivée du premier joueur majeur qui est Lenny Wilkens. Ouais. Qui vient des Hawks de Saint-Louis à l'époque encore, qui est l'année suivante entraîneur-joueur pendant quelques années. Donc voilà, on a en 70 Spencer Haywood, un gros joueur aussi qui arrive, qui vient produire des stats. Qui, malheureusement, il fera pas une grande carrière à cause de la cocaïne. Ouais. Bon, ça, des années 70 en NBA, hein, on apprécie. On apprécie, ouais. Autre joueur qui arrive, c'est Fred Brown en 71, qui sera jusqu'à l'arrivée de Gary Payton, dont on va peut-être parler un peu après. Il sera le meilleur scoreur de cette franchise. De l'histoire, ouais. Donc voilà, les années 70, c'est une montée en puissance. On a des premières finales en 78 avec Wilkens, qui est revenu coacher cette année-là, après sa retraite. Donc c'est une défaite contre Washington en 7, donc les Washington Bullets à l'époque de nos amis Wes Unseld et Elvin Hayes notamment. On a notamment le match 7 magnifique de Dennis Johnson, futur meneur des grands Celtics des années 80, qui fait un bon vieux 0 sur 14. Ça fait dans l'histoire, ça fait grand plaisir ça. Pour gagner un match 7, c'est pas mal quand ta star fait ça. Bon alors toutefois l'année suivante ils prennent leur revanche contre ces mêmes Wizards en 5 cette fois-ci, ils laissent pas passer, et Dennis Johnson la revanche et MVP des finales, parce que c'est vrai on le connaît surtout défenseur, des meneurs défensifs dans les Celtics des années 80, mais c'était un vrai scoreur à plus de 20 points par match. Alors après ça on a une vraie baisse de niveau, les années 80 il y a des playoffs réguliers mais tu dépasses jamais les demi de conf. C'est une équipe très portée sur l'attaque avec les Tom Chambers, les Xavier McDaniel, les Dale Ellis, etc. Nate McMillan aussi qui va rester un petit moment à la main. Du coup, alors nous on va vraiment se concentrer sur les années 90 qui démarre en 89. Du coup on a la draft de Shawn Kemp en 17e qui est particulier puisqu'il il ne fait pas d'université. Non. Parce qu'il se fait virer en fait pour cause de problèmes de comportement de sa fac. Et du coup, il arrive à trouver une autre fac, mais trop tard, donc il ne peut pas jouer. Mais il se présente quand même à la draft et il est quand même sélectionné en 17e. En 10e position. Donc fin des années 80, c'est quand même quelque chose. Une petite saison rookie, 6,5 points, 4,3 rebonds. Et donc, en 90, c'est la draft de Gary Payton qui se fait drafter en 2e position alors que les Sonics avaient un bilan à 50% tout pile. Ouais, 41-41. Ils piquent quand même en 2e parce qu'ils avaient fait un trade l'année d'avant avec les Warriors où ils ont récupéré un pick de draft. Est-ce que tu sais qui ils ont tradé pour avoir ce pick ? Les Sonics ? Ouais, parce que c'est assez marrant étant donné Shawn Kemp. Si je te dis Shawn Kemp, une action, tu penses à quoi ? Ah, mais c'est lui, alors j'ai plus son nom. C'est Alton Lister, tout à fait, qui est au bout des doigts de Shawn Kemp, qui est tradé des Sonics contre un pick de draft des Warriors. Okay. Et en fait, les Warriors sont très mauvais cette année-là. Et donc, 2e choix de draft, tu récupères Gary Payton. Qui fait une saison rookie tout à fait correcte. 7,2 points, 3 rebonds, 6,4 passes pour un rookie. Et 2 interceptions déjà. Tandis que Kemp voit ses stats vraiment augmenter en année sophomore, 15 points, 8,4 rebonds, c'est très sérieux. Allons-y pour les années 90, c'est ça, les vraies années. Et c'est, en fait, on arrive dans début des années 90 où il y a vraiment une transition dans la NBA. C'est la fin de l'ère Celtics-Lakers, de domination des Lakers. Il y a aussi le petit run des Pistons qui touche à sa fin. Et on rentre dans l'ère où la NBA, c'est Michael Jordan. C'est la NBA de Jojo. Et à l'ouest, il y a de la place à prendre. Il y a une place à prendre à l'est. Et doucement, en fait, ces Sonics vont essayer de
d'année en année à essayer de s'imposer comme cette place, finalement, cette figure forte à l'Ouest. Et du coup, pendant la saison quand tu la saison de rookie de Peyton, je sais pas si tu l'as mentionné, du coup, ils sont allés en playoff. Et c'est en playoff, ouais, tout à fait. Ils sont allés en playoff et du coup, ils sont éliminés au premier tour. Mais c'est une année où, par exemple, aussi, il y a la transition de Dale Ellis qui était longtemps qui était longtemps resté au Sonics, et ce trade, il a la valeur parce que du coup, c'est Ricky Pierce qui vient à sa place. Tout à fait. Et qui sera un joueur important, un gros scoreur phare, de fin des années 80, qui est double sixième de l'année du côté de Milwaukee. Donc vrai joueur, qui récupère et voilà, qui rajoute une force en plus offensivement, avec un Kemp qui devient de plus en plus sérieux, Peyton aussi qui petit à petit passe les 10 points, tout ça. Et la page McDaniels est tournée aussi, qui sera tradée aussi cette saison, et l'arrivée de Eddie Johnson. Et c'est du coup Bob Whitsitt, le GM des Sonics à l'époque. Ils sont vraiment dans une page est tournée dans l'histoire, dans l'histoire des années 80. Et on veut recommencer un truc, rajouter du coup Peyton et Kemp et commencer ce truc, croire en ce projet et de totalement y rentrer, quoi. C'est ça, en fait, ils gardent quasiment que Nate McMillan, en fait, qui était un très bon meneur, un très bon passeur surtout, pour être un peu assurer ce passage de témoin entre ces années 80 et ces années 90. Bien sûr. Du coup, au tout début des années 90, ils sont entraînés par Bickerstaff. Le daron. Le père d'eux. Et le tournant, c'est en 92. Enfin, d'ailleurs, en 92, où Bickerstaff est viré, et George Karl arrive. Et donc, la première saison pleine de George Karl, c'est la saison 92-13, où là, vraiment, on a une vraie montée en puissance du côté des Sonics. Les Sonics, c'est vrai qu'on a l'image d'une équipe défensive, surtout, en fait, parce que Gary Payton est l'étendard. L'étendard de cette équipe, mais en fait, c'est une équipe qui est toujours dans les 3-4 premières au rating offensif. Ça jouait très vite pour l'époque. C'est ça. La saison 92-13, ils ont le deuxième rating derrière les Suns, évidemment, meilleure équipe cette année-là, et avec un Charles Barkley en MVP. Donc cette saison 92-13, on a Kemp qui est All-Star pour la première fois. On a 55 victoires et une place de 3e de conf, avec un beau parcours en play-off qui se termine en finale de conf. Contre les Suns en 7. Et voilà, ils se font éliminer. Vous pouvez aller voir le match 7 de Charles Barkley. Petit match. Référence des matchs dans les 90s. 44 points, 24 rebonds. Il fait la totale. Même si nos amis des Sonics ne déméritent pas. Voilà, tu perds en 7 contre les... Tu perds en 7 en finale de conf contre le MVP de la saison régulière. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça, je pense. Ça sera l'année aussi où Sam Perkins arrivera. C'est vrai, Sam Perkins arrivera aux Sonics et qui jouera une place aussi très importante. Très importante sur le banc. Dans la première saison pleine, comme tu dis, de Karl, encore une pièce se rajoute et la montée en puissance se fait. De Jordan à la fac, d'ailleurs. Pardon ? Ancien coéquipier de Jordan et de James Worthy. C'est ça, ouais. Et qui sera souvent titulaire ou souvent en sortie de banc. Et qui apportera beaucoup à cette équipe. Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout cette saison, la saison 93-94, qui... Là, c'est notable. C'est la saison, en parlant de la saison régulière, du coup les Sonics finissent avec un record de 63 victoires pour 19 défaites. 63 wins, qui est meilleur bilan, tout simplement. Il y a eu l'arrivée notable, c'est l'arrivée de Detlef Schrempf, qui est 2 fois meilleur 6e homme de l'année, et il est All-Star l'année d'avant du côté d'Indiana. Donc voilà, ça rajoute encore quelque chose à l'effectif Detlef Schrempf, vrai joueur, Kendall Gill aussi. Shooter. Kendall Gill qui arrive à l'arrière, un gros défenseur. Il sera titulaire dans cette équipe. Il est titulaire, tout à fait. Cette équipe de 63-19. Gary Payton est All-Star pour la première fois. Sean Kemp est All-NBA Second Team et Gary Payton est Third Team. La domination sur cette saison est nette, elle est claire. C'est vraiment les Sonics poussent le jeu, meilleure attaque et parmi les meilleures défenses. C'est une saison all-time, clairement all-time. Et je crois qu'ils sont deuxième meilleure défense au rating derrière les Knicks. Les Knicks de Pat Ewing. Mais arrivent les playoffs. Avec plein de confiance, plein de détermination. Nous sommes la meilleure équipe de la NBA. La Key Arena est en feu. Et c'est là que tout part en vrille un peu. Tout part en vrille pour ces Sonics. Donc les Sonics est en première de conférence, ils jouent le 8e. Cette année sont les Nuggets. Les Nuggets, tout à fait. Next de Mutombo. De Abdul Raouf, Lafonso Ellis, et les Sonics se font surprendre en fait.
se feront surprendre par ce qu'ils prennent le game 1. Ils prennent les 2 premiers. Ils prennent les mènent deux 2-0. premiers. C'est des séries d'ailleurs en 3 victoires à l'époque. Donc à l'époque, ouais, il fallait gagner 3 matchs pour passer en demi-finale de conf. Donc aujourd'hui, ils prennent les 2 premiers. C'est des matchs assurés, plutôt dominés. Il y a plus de 10 points d'écart dans les deux, il me semble. Ouais. Et un peu la collapse. Après, Oui, c'est un écroulement complet. Collapse total. Voilà, Mutombo qui défensivement fait un travail incroyable. Je crois qu'il est à 6 contre de moyenne sur les 5 matchs. Il a plus de 6, il fait 31 contre dans la série. 31 contre en 5 matchs, voilà. Qui est un record NBA, Ouais, c'est d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en game 3, 4 et 5, du coup, Mhm. il fait 8 contre, 7 contre et 8 contre. Il y a eu des apports énormes. Par exemple, au game 3, c'est Reggie Williams qui a fait un pur match à 31 points. Et après, Alfonso Ellis et Robert Pack dans les games 4 et 5 ont vraiment porté cette équipe des Nuggets. Et l'upset est fait le premier 1-8. Le premier de l'histoire. Et forcément, ça devait tomber sur les Sonics. Incroyable, avec un Kem cataclysmique qui met 15 points à 37% sur la série, c'est dramatique. Ça donne toutefois une très belle image après. L'image iconique de Mutombo au sol qui tient le ballon. Qui tient le ballon. C'est exceptionnel. Mais cette collapse aussi, elle est due. Il y a un problème dans cette équipe. Il y a eu aussi un problème de chemistry. Il y a eu des problèmes apparemment entre Ricky Pierce et Peyton qui sont bien clashés et qui a joué aussi dans cette. Comment dire, dans cette collapse, clairement, parce que tu peux pas. Comme tu dis, tu es premier de conférence, tu fais une super saison régulière et pour ça, finalement, pour ce premier tir. C'est Georges Karl qui en parlait après, en son interview, il parlait qu'il a été resté toute une nuit dans sa baignoire à pas comprendre ce qui s'était passé un peu. Dire mais qu'est-ce qu'on a fait en fait, qu'est-ce qui vient de se passer en fait. Et du coup cette saison... Et il y a d'ailleurs il y a la déclaration de notre ami Gary Payton qui dit, tellement il a été déçu, il dit « Un jour je gagnerai une bague, mais sans vous », en parlant à ses coéquipiers. Ça c'est du... ça parle un peu, it speaks for itself, un peu pour l'ambiance générale qui régnait aussi dans cette équipe. Après une telle... désillusion extrême. C'était terrible. C'était extrême. Et du coup, cette désillusion, elle nous mène à la saison d'après. La saison 94-95. 95, donc tu peux te dire, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, un peu la gueule de bois. Ils font une très belle saison. Toujours. Ils font encore comme ils font maintenant, comme ils proposent depuis maintenant les 3 dernières. Voilà, ils font 57 victoires, ils sont deuxième de conf derrière les Suns. Et ils sont pas deuxième de conf, pardon, je te dis une bêtise. J'ai une bêtise, ils sont quatrième. Parce qu'il y a une très belle... il y a vraiment du niveau. Il y a la compétition. Cette année-là, donc voilà, c'est encore la même chose. Bon, il y a cette fois-ci 3 All-Stars, toutefois cette année-là. Peyton, Schrempf et Kemp, qui sont tous les 3 All-Stars en même temps. 3 All-Stars au Sonics, Et il y a Peyton et Kemp qui sont All-NBA Second Team. Donc encore une fois, voilà, bel effectif. Toutefois, tu es que 4ème et tu tombes contre le 5ème, qui est les Lakers. C'est pas les plus beaux Lakers de l'histoire. Non. Et tu perds 3-1 au premier tour de playoff. Encore. La division semblait passer, une saison régulière assumée. Et encore une nouvelle division encore. Une nouvelle désillusion. Voilà, perte au premier tour, 2 saisons d'affilée perdues au premier tour, en ayant fait 63 victoires et 57 victoires. Parce que là, les Lakers, donc c'est les Lakers de jeunes Eddie Jones, Nick Van Exel, Cédric Ceballos de mémoire. Donc voilà, ils étaient clairement prenables. Mais ça passe pas quoi. Encore une fois, il y a ce blocage, on a l'impression voilà, du premier tour, cette barrière, au final. Mais clairement, et d'ailleurs cette saison, ça a été la dernière saison de Ricky Pierce qui a été tradé, durant cette saison et qui s'ajoutait au fait que ça se passait vraiment plus bien dans le groupe. Du coup, nouvelle désillusion et ils essaient du coup d'enchaîner à la saison d'après. La fameuse saison 95-96, est-ce que c'est la meilleure saison, en tout cas régulière, ou la saison globale en fait de l'histoire des Sonics? On peut le dire. Ils font venir à l'été Hersey Hawkins, ancien scoreur des Sixers, qui a été All-Star, voilà, une bonne arrière. Pour Kendall Gill. Pour Kendall Gill, ouais, tout à fait, qui s'en va à ce moment-là. Donc tu fais 64 victoires. 64. Tu as le deuxième bilan de NBA parce qu'il y a une équipe qui a décidé d'en gagner 72. C'est ça. De l'autre côté. Tu as
Encore une fois, Kemp et Payton sont All-Star, ils sont All-NBA Second Team. Gary Payton, à ça, rajoute le DPOY en étant meneur de jeu. De l'année. Le seul meneur de jeu de l'histoire qui a gagné Defensive Player of the Year. Défenseur de l'année, il le fait dans les années 90, des grands pivots, des Mutombo, des O Morning, Non. des Batum, The Glove était là. Voilà. The Glove a dominé défensivement cette saison. De bout en bout, une capacité à shut down n'importe qui en fait. Ouais. C'est ça. À parler mal, à insulter tout le monde. C'est l'apex un peu. On est sur de l'apex des Sonics, du jeu proposé, de l'intensité, de C'est leur ça. identité finalement. Là, il y a vraiment tout. C'est encore une fois une très belle attaque. Un jeu. Voilà, je conseille à tout le monde d'aller voir des tops de Payton et Kemp. Il y a des alley-oops dingues. C'est absolument fou. Et en défense, ça met le plomb. Ouais. Du coup, Ce qui nous amène aux playoffs. tu vas en playoff. Tu prends les Kings en 4. Premier tour. Donc 3 victoires, une défaite. Une victoire au parce premier tour, on voilà. prend. Ensuite, tu bats en demi-finale de conf les Rockets en 7. Incroyable. Donc le double Rockets, champion en titre. Les doubles champions de Que titre, tu élimines. bien sûr. Qui était au bout, Oui, mais juste au bout, voilà, tout à fait, mais il y a encore Drexler, si je ne m'abuse, il y a Barkley qui vient cette année-là. Finale de conf, tu vas jouer Utah, que tu élimines en 7. En 7. Le futur double finaliste, tu l'élimines en 7 matchs. Et les Sonics menaient 3-1 dans Ouais. cette série et ont failli refaire un choc, ont failli reperdre alors qu'ils Tout à fait. menaient, ont failli... Mais ils arrivent à passer, et là on se dit, est-ce qu'ils ont passé ce cap? Mais le problème, c'est que tu vas jouer une équipe qui était correcte. Ça va, il y avait 2-3 joueurs de Il y avait basket, 2-3 c'est-à-dire joueurs. que jouer les Bulls en 96, c'est un mauvais timing. Ouais, il y a plus simple, hein, il y avait plus simple pour aller en finale. Il y a plus simple. Du coup, voilà, bon, tu joues les Bulls, tu perds en 6, en ayant toutefois les honneurs, je trouve. Oui. Donc du coup, perdu les 3 premiers matchs, les Sonics, menés 3-0 par les Bulls, Ouais, contre les Bulls. dominants, ils n'ont pas le temps. Mais les Sonics gagnent les 2 prochains. Ils gagnent les 2 suivants avec un petit changement parce que Payton ne s'occupait pas de Jordan. Ouais. Et effectivement, bon, ça a beaucoup fait rire Michael Jordan dans The Last Dance quand Gary Payton dit que s'il l'avait gardé toute la finale, ça aurait pu changer quelque chose. Bon, mais le fait est que quand Payton s'occupe de Jordan, Jordan fait ses plus mauvaises finales. Bon, alors c'est quand même des finales à 26 points par match de mémoire. Mais en réussite, en impact dans le jeu, Payton a fait Payton fait un travail incroyable. Cet ajustement a été trop tard, peut-être, dans la série. Changement trop tard, ouais. Peut-être que Karl a pas voulu écouter, mais voilà, il aurait peut-être dû. Ça aurait peut-être changé quelque chose, peut-être pas. Hein, mais bon, de toute façon, c'est les Bulls de 96. Voilà. On leur en veut pas de perdre ça. Non. Mais du coup, ça te... Comment dirais-je? Du coup, ça ponctue cette finale all-time, cette saison all-time, voilà. en fait. Et tu te dis, waouh, allez, les Sonics, ils vont y arriver, ils sont pas loin, ça va le faire. Et donc, la saison 96-97 vient. Ils sont deuxième de conf, Ils finissent deuxième de compte, encore. avec 57 victoires. Encore une fois, un très beau bilan. Encore au-dessus de 55 victoires, ce qui fait du coup leur 1, 2, 3, 4, 5, leur 5e saison d'affilée à plus de 55 matchs en saison régulière. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça. T'as encore une fois 3 All-Stars. Enfin, une nouvelle fois d'ailleurs, puisque la saison dernière ce n'était pas le cas, Schrempf ne l'était pas, mais donc Kemp, Payton, Schrempf sont All-Stars. Payton est second All-NBA Team, encore une fois. Mais ça va bloquer en demi de conf contre les Rockets qu'ils avaient battu l'année d'avant. Cette fois-ci, le match 7 tourne à l'avantage des Rockets. Donc, ouais, c'est bien sûr, éliminé par les Rockets, demi-finale de conf. voilà. C'est les Rockets qui iront perdre du coup contre Utah en finale de conf sur un shoot de John Stockton. Ouais. C'est terrible. Et là, le front office se dit il faut faire quelque chose. On est arrivé au bout de cette équipe-là, voilà, du duo Payton-Kemp. C'est la saison de transition. Kemp est tradé. Tout à fait. Dû particulièrement à des conflits autour du contrat, en fait, des valeurs contractuelles. Et Kemp, du coup, est tradé à Cleveland. Il va à Cleveland. Alors, c'est un trade à 3 avec les Bucks aussi dans le lot. Ouais. Donc, comme tu dis, Kemp va à Cleveland. D'ailleurs, il sera All-Star là-bas pour sa première saison. Avant de vraiment sombrer dans l'alcoolisme et dans les hamburgers. Et du coup, en parlant d'alcoolique, les Sonics récupèrent Vin Baker, qui à ce moment-là est encore un bon joueur de basket. Et
Alors, surprenamment, tu fais une saison à 61 victoires. En sortant d'une sensation de fin de cycle, le trade de Kemp, qui est quand même culturellement, identitairement parlant, une pièce majeure, tu enchaînes avec une série à 60 victoires. La troisième du coup, de la décennie. Ouais, la troisième de la décennie. Ouais, après en avoir fait une à 64, en 95-96, et du coup une en 63, en 93-94. Les Sonics sont encore là, les Sonics dominent. Les deuxièmes de conf. Ouais. Donc, à cette. D'ailleurs, le retour de Delis en début de saison. Retour de Delis, ouais, sur sa dernière. Tout à fait. Donc, le premier tour se passe bien, mais tu perds encore une fois en demi de conf en 5 matchs contre les Lakers des 4 All-Stars, donc Shaq, Kobe, Van Exel et Eddie Jones. Ouais. Bon, tu perds contre une belle équipe cette fois-ci, mais c'est vrai que tu as encore une fois perdu avec ton home court advantage. Ouais. Encore une fois, voilà, tu fais un excellent bilan. Mais voilà, alors cette fois-ci, Gary Payton est All-NBA First Team. On avait Vin Baker aussi All-Star, donc effectivement, là tu te dis, tu as encore fait 60 victoires, mais tu perds en demi de conf. Il y a quelque chose à changer. Et le fusible que décide de faire sauter le front office des Sonics, c'est de remplacer George Karl, qui part. Qui sera du coup sa dernière saison de George Karl. C'est la dernière saison de George Karl, la 97-18, qui est remplacé par Paul Westphal, le coach des Suns de 93. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on peut considérer que c'est la fin de la grande époque des Sonics. Ouais, de ce run en fait. Voilà. Il y a eu vraiment 8 ans de vraies grosses saisons. De domination en saison régulière. Domination presque. Il y avait cette sensation de domination, comme on l'a dit, identitairement, culturellement parlant, dans l'aspect du jeu, dans ce que ce groupe peut proposer, ce Payton, ce Kemp, il y a un truc qui s'est passé pendant cette décennie, pendant ces 8 ans, tout le show mené par George Karl, qui lui aussi est une personnalité, c'est un peu ce choc de personnalité en fait avec les Sonics. Et cette domination en fait dans la saison régulière, elle ne se traduira pas par une multitude de playoffs étincelantes en fait. Soit des grosses déceptions, des chocs, une incapacité de pouvoir passer le next step en fait. Le cap, Et cette équipe des Sonics, du coup, qui maintenant on s'en rappelle, et ouais, ça fait mal au cœur en fait, de voir l'héritage en fait culturel de ces Sonics. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on peut même plus l'attribuer à une franchise, quoi. C'est aussi cette histoire qu'on voulait raconter aussi, c'est comment une équipe aussi forte, qui a autant dominé, et aujourd'hui n'a même plus de ville en fait. N'a même plus de ville, n'a même plus d'endroit, un hall pour célébrer ces légendes-là en fait. C'est ça, parce que en fait, 12 ans après ta finale NBA de 96, la franchise disparaît. Alors, bon, pour raconter rapidement, en fait, après la saison 98, il y a des saisons en fait qui sont moyennes collectivement. Tu vas un petit peu en playoff par-ci par-là, mais c'est pas très intéressant. Par contre, Payton fait ses meilleures saisons statistiques. On a notamment la saison 2000 où il fait 24,2 points, 6,5 rebonds, 8,9 passes et 2 steals. Il est probablement le meilleur meneur en NBA en fait à ce moment-là, avant l'émergence des Kidd et Nash. Et donc en fait, en 2003, là, les Sonics trade celui qui est, je pense, le meilleur joueur de leur histoire. Bien sûr. Contre Ray Allen aux Bucks. Bien sûr. Qui marquera la transition avec. Qui marque une petite transition. Donc on a Nate McMillan qui vient coacher les Sonics de Allen et Rashard Lewis qui a été drafté en 99. Ils font une demi-conf au mieux, mais voilà, c'est pas en 2004-5. Et en fait, c'est la dernière fois que les Sonics vont en playoff, puisqu'ils vont disparaître après en 2008. Il y avait quelques problèmes d'engouement dans la ville et de financement aussi. La salle vieillissait. La salle qui était déjà très compliquée dans les années 90 qui a été rafistolée mais qui n'était pas au niveau. Avec le coup du sort aussi, en fait, la disparition elle est beaucoup liée à l'ouragan Katrina, qui avait fait déménager les New Orleans Pelicans à Oklahoma City. Et quand David Stern a vu l'engouement pour le basket qu'il y avait du côté d'Oklahoma City, il s'est dit et si on mettait une franchise par là-bas, quelque chose. Et ça a été les Sonics qui ont disparu. Et la vente à un propriétaire qui venait d'Oklahoma aussi. Voilà, tout à fait. La transition a été faite, il n'y avait pas de clause de non-déménagement dans la vente, et qui a fait que les Sonics ne sont plus. Les Sonics ont disparu depuis 2008, après avoir drafté d'ailleurs Kevin Durant, qui joue sa première NBA sous le maillot des Sonics.
Et voilà, ils ont disparu, ils sont devenus donc le Oklahoma City Thunder, qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Du coup, ouais, quel est toi, Tom? Est-ce que tu as une relation particulière avec ces Sonics C'est vrai que je me suis beaucoup plongé dedans quand on a commencé à écrire ce podcast et à rechercher des informations et tout ça. Et j'ai pu du coup mater des matchs, me plonger dans l'identité réelle de cette équipe. Moi, je me répète un peu, mais c'est cet impact vraiment d'icône en fait. Il y a une sensation d'équipe iconique et de franchise iconique et de dimension iconique que pas tout le monde dégage de par ses joueurs, de par son caractère, de par comment tu joues au basket en fait sur un terrain. Et cette équipe, je pense qu'elle me marque. Forcément, je l'ai pas vécu, parce que je suis né en 95. Ouais, c'est cet amour en fait, ça dégage, ça pue le basket en fait cette équipe. Cette équipe pue le basket, cette franchise pue le basket. Et ouais, complètement, j'en retiens franchement une super bonne sensation en regardant ces Sonics. Clairement, toi, ça représenterait quoi un peu pour Alors moi, j'ai surtout une vraie relation d'affection et même plus vis-à-vis de Gary Payton, c'est pas un mec que j'ai beaucoup vu jouer au final, et d'ailleurs très peu sous le maillot des Sonics, surtout. Et qui, je sais pas, il dégage un truc moi qui m'a toujours fasciné. C'est un de mes joueurs préférés en fait de tous les temps. Alors je l'ai vraiment très peu vu jouer, mais j'avais de suite cet impact. Voilà, ce mec qui se un genre unique, qui très particulier. Parce que c'est vrai qu'on parle du défenseur, mais quel attaquant aussi il était. Je veux dire, en meneur, en efficacité au poste, il y en a pas beaucoup des comme lui. Vraiment, il arrivait à baquer des mecs même plus grands et tout, mais il y arrivait de par son intensité, tout ça. Et puis voilà, après, en prenant de l'âge et en regardant les plus vieux matchs, voilà, le duo avec Kemp, tout ça, voilà, c'était quelque chose d'incroyable. Et effectivement, je pense que Seattle, donc, comme je le disais en intro, qui est une des villes les plus sportives du pays, mérite d'avoir un retour en NBA. Ouais, bien sûr. Moi, je suis d'accord. C'est quand même dommage, je trouve, cette disparition qui s'explique. Bien sûr, qui est pas illogique, non, qui voilà, est pas... c'est pas sorti de nulle part. Non. C'est comment dirais-je, c'est triste, mais ça faisait sens en soi. Donc voilà, on espère effectivement que cette extension va se faire dans les prochaines années. Bien sûr. Un retour des Sonics, je pense que ça serait très bien pour la ligue. Ouais, et de pouvoir honorer cette équipe des 90s. Retirer le maillot de Payton, par exemple, qui n'a pas son maillot retiré. Non, et cette forme de mettre un peu de put some respect un peu sur cette équipe. Clairement, écoute, je pense qu'on portera vraiment attention, en tout cas moi je me porterai vraiment attention à cette expansion. Et on espère que elle arrivera prochainement, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour sur cette mythique équipe. Pour notre premier step back in time. Exactement. Écoute, pour finaliser ça, pour conclure, je te propose un petit quiz. Allons-y. Allez, c'est parti pour le quiz. Pour ce quiz, on va le diviser en 3 épreuves. La première épreuve s'appelle Guess the Stat Line. Et c'est très simple. On va s'en faire du coup 2 chacun. On va se donner un joueur, une année, une série de playoffs précis. Et on va devoir être capable de dire sa moyenne en points, sa moyenne en rebond et sa moyenne en passes, en ayant un point de... un point de marge en fait. Une erreur de marge de 1. Et du coup celui qui se rapprochera le plus, forcément 1 point si tu es entre 0 et 1, et 0 point si tu n'es pas dans la bonne marge. En 2, on aura un 5 majeur. On se donnera une équipe pendant une saison, admettons les Spurs 2013-2014. Et on doit être capable de donner en 1 minute, ou moins, les 5 joueurs de ce starting 5. Donc on s'en fera un chacun. Et enfin, pour clôturer, on se fera un peu qui suis-je. On essaiera de décrire un joueur et d'essayer de le trouver. Est-ce que ça te chauffe? Très très chaud. C'est parti, écoute, je commence avec un petit guess de stat line. On va commencer tranquillement. On va partir sur Tony Kukoc. Tony Kukoc, on va partir sur sa pointe, sa meilleure saison au scoring en moyenne. La saison 98-99. Quelles sont ses stats, monsieur Dorian? Je pense qu'il a une pointe à 17,6 points. 17,6 points, 18,8. Ça ne marche pas. 1,2.
1,2. Je vais donner sa moyenne au rebond. Je vais pencher vers un 5,6. Ça sera 7. Il y a 7. 7 rebonds, ouais. 7 rebonds cette saison-là, ouais. Et on passe. 5,8 passes. 5,3. C'est bien joué, c'est bien joué. Donc ça fait 1 point pour toi, Ouais. pour la petite saison de Tony Kukoc. Est-ce que je te fais le deuxième ou tu veux m'en faire un entre les deux? Allons-y, vas-y, je te le fais. Allez, vas-y, régale-moi. Je te le fais. Alors écoute, je vais te demander la meilleure saison statistique de David Lee. Elle est du côté des Knicks quand il est All-Star en 2010. En 2010, la meilleure saison au scoring, tu m'as dit, hein? C'est sa meilleure saison générale. Saison en général, ok. David Lee, le coquin. C'est sa meilleure saison au scoring aussi. Ouais, je dirais 21,2. Tu as de la chance, c'est pile poil à 1, c'est 20,2. Ok, 20,2. C'est vrai que je ne savais plus s'il avait fait la petite saison à 20 points qui passait. Non, il est pas en 20-10, David Lee. 8 rebonds. 11,7 rebonds. Waouh, le porcasse. Il était en 20-12. Il était en 20, quasiment. Et 3,6 passes. C'est tout à fait 3,6 passes. 3,6 passes, c'est trop. David, de toute façon, tous ceux qui ont joué aux Warriors, ça c'est. C'est ça. Ok, du coup, ça me fait 2 points, ça. Ouais. Ça me fait 2 points. Allez, nickel. Eh bien, écoute, je te fais le deuxième. David Lee qui était parfois surnommé parce qu'il faisait beaucoup de double-double, Dwight Howard. Et je trouve ça génial. Merci Basketball Référence pour les surnoms proposés. Écoute, pour ce deuxième, on va partir sur une légende de NBA. C'est Monsieur Elvin Hayes. Monsieur Elvin Hayes. Et les statistiques de sa saison rookie. Ouais, c'est n'importe La quoi. saison, du coup... Il est à Houston. C'est 67, non? Moi, c'est ça, 67. Du coup, en stats, il n'y a que les points, les rebonds et les passes. Le reste n'était pas compté à l'époque. Points, rebonds, passes. Elvin Hayes, saison rookie, messieurs, dames. 29,8 points. 28,4. Ah putain, T'étais pas loin, t'étais pas loin. je crois qu'il disait 29. Je crois que c'est 28,4. Combien de rebonds? Combien de rebonds, N'importe quoi. 14,2. 17. 10. 28-17, hein, quel est votre problème? N'importe quoi. Et assist, du Je coup. crois pas que c'est un très grand passeur. 2,6. 1,4. Ah, t'as vraiment pas de chance. de Dieu. Oh, pas de chance, ça a été compliqué. Il était un peu tricky celui-là. Mais la saison du coup rookie de Lines, qui du coup sa C'est ça. deuxième meilleure saison au rebond. Ouais. Il fera que 18,1, il fera mieux, il sera 18,1. Mais voilà, 28-17. C'est pour commencer une carrière, il y a des bases solides. Ça passe. Hein. Hmm. Écoute, c'est marrant, j'avais Hit aussi me. choisi une légende Ok. d'un niveau moindre que Ouais. Elvin Hayes, je pense, même Ouais. si en termes de popularité c'est bien au-dessus. Ouais. C'est Tracy McGrady. Très Magretti. Mais je vais pas te demander sa meilleure saison, Non, ce serait pas rigolo, celle c'est d'Orlando, je vais te demander sa meilleure saison À Houston. à Houston, qui est du coup qui est la 2004-5, sa toute C'est ça, première ce que j'allais dire, à ok. Houston. sa meilleure saison à Houston. T'as dit que c'était sa première, t'as dit? C'est sa toute première saison. Bon, après, il y en a une où tu peux dire qu'elle Ouais. est un poil meilleure, mais bon, allez, on Tracy prend- McGrady tournait à 31,2 points. Non. Il tournait à 25,7 sur sa meilleure saison à Je me suis Houston. énervé, ok, je me suis emballé, je m'excuse. Ok, donc 25,5. Il tourne, bon, McGrady, au rebond 6,1, 6,2, 6,2 et 5,2. 5,7. Ok, on est très très bien. On est très très bien pour Tracy. Du coup, ça me fait 4 points pour cette manche. Ouais, Et toi, ça te fait 1 point, c'est ça? je crois, j'ai été minable. Il va falloir step up à la line-up. Est-ce que tu es prêt pour la petite line-up? Allez, allons-y. Alors, pour la petite line-up, si j'arrive à la trouver, avant de dominer la NBA, les Warriors, ou avant de perdre qu'en finale, en 2014-2015, non, 2013-2014, ils ont perdu contre les Spurs. Spurs, ouais. Et l'année d'avant, ils ont perdu contre les Nuggets Ah oui. au premier tour. Ouais. Quel était ce starting five de cette équipe des Nuggets qui faisait trembler les Warriors à l'époque? Les Nuggets. Ok. Donc là, je parle de la série en playoff, du coup. Ouais. J'ai avec moi l'équipe Pour la qui a série démarré le playoff. game 1, le game 2 et le game 3. Ah putain. Ok. Je te donne une petite minute là, tranquille, pour m'énoncer le plus possible. T'as la Je main. te montre. Je vais donner Ty Lawson. Ty Lawson était titulaire, effectivement.
À l'aile, André Iguodala. André Iguodala. En 4, Kenneth Farid. Non. Kenneth Farid. Ah, il jouait pas. Merde. Ok, normalement c'était Kenneth Farid, mais il Mais il était est pas là blessé, pour je les. pense, Ouais. Ah putain, ouais, en plus c'est spécifique à la playoff. Ouais, hein. ouais. Est-ce que le 5 c'est JJ Hickson? Jinxon, non. Oh putain, merde, sérieux? Donc il te manque le 2, il te manque le 3 et le 4. Le 4 et 5, non? Parce que j'ai Ouais, pardon, le 2, 4, 5. 2, 4, 5. Merde, putain. C'est Javel en 5? Javel a joué, mais en sortie de banc. Oh putain. Il y a un pivot qui a joué plus en minutes. Pardon. Un non-américain. Ah, c'est Mozgov? Non, c'est pas Mozgov, non. Merde, putain. Et un autre est l'ailier, ou celui qui joue poste 4 dans ce cas, est resté quand même quelques saisons après encore. Quelques saisons à Denver encore. C'est Wilson Chandler? C'est Wilson Chandler, bien Wilson sûr. Chandler. Il te reste allez, 20 petites secondes là pour me donner le 2 et le 5. Le 2 et le 5. Qui sont le 2 et le 5? Il y en a qui jouent encore NBA, il y en a qui jouent plus. Ok. Alors s'ils jouent, sorry for you mate, je savais pas. Tu Vas-y, perds la tête, hein. 5, Non, je 4. les aurais pas. 3, ça se finira pas. Non. Monsieur Evan Fournier Putain, oui. Monsieur Evan C'est sa Fournier, première titulaire, saison, mais ouais. c'est vrai. était Mais titulaire bien en sûr, play-off. Il arrive titulaire en playoff. Et le pivot c'était Costa Koufos. Oui, c'est vrai. Costa Koufos. C'est Ouais, clair. je t'en ai fait une petite tricky. J'ai cette vidéo. J'ai cette vidéo. Écoute, ça te fait du coup 2 petits points. Ouais, c'est triste. C'est compliqué. Vas-y, hit me. Je fais toujours Venge-toi. mieux que ça. Je fais mieux que ça off. C'est ça. La pression du record. Écoute, je suis allé un peu moins obscur entre guillemets. Ouais. Je vais te demander le starting line-up Orlando Magic de finalistes en 99. Les finalistes 99. Non, le finaliste 2009 contre les Lakers. 2009, d'accord. Ok, ce que je ne comprenais pas 99, je suis où là. J'ai dit 99. Ok. À la main, Jameer Nelson. Il est blessé en finale. Enfin, d'ailleurs, il est blessé la moitié de l'année. C'est bâtard. D'accord. Dwight Howard au Dwight pivot. Évidemment. Turkoglu au 4. Turkoglu, il joue 3. 3. Il joue 3, c'est vrai. Je sais pas. Jameer Nelson, ouais, il m'a bug. Il n'y a pas, pas Matthews? Non. Le poste 4, on l'a un petit peu évoqué en parlant des Sonics. Waouh. Ah, je les aurais pas, gros. Je les aurais pas. Tu les auras pas? Ouais, vas-y, hit me. J'ai pas. Oh là là, j'ai pas le niveau. Le meneur qui remplace Jameer Nelson blessé, c'est un mec surtout connu pour le streetball. Qui a joué à Toronto. Ah putain, je choque de ouf. C'est Skip to Mailou, Raphaël Alston, Ah, d'accord. titulaire sur les finales. Ok. Damn. D'accord. Attends, il n'y a pas de Jameer, je savais même pas, tu vois. Et ouais, il est blessé. Donc il manque le Du 4, coup, il te manque le 2, le 2. qui était un arrière shooter défenseur qui a fait plein de franchises à un moment donné. Aflalo Memphis, non d'ailleurs, Aflalo, c'est vrai que ça m'étonne. Il doit être sur le banc ou je sais pas. Ouais. Mais qui a joué, dû jouer chez toi d'ailleurs, chez les Warriors. Ouais. Peut-être avant, mais ça te dit rien, un shooter fiable. Ah, mais Reddick. Ah non. 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 Reddick, t'es dans l'équipe. J'étais pas. Non, t'es pas- Il devait être sur le banc, Reddick, je Ah, pense. Un shooter fiable. C'était Courtney Lee Putain. qui met le. Ouais. Comment? Qui monte au alley-oop et Gasol touche un peu le filet. Les fans du Magic sont toujours pleins qu'il n'y ait pas eu. Ouais, qui est pas le petit. Golden. Ah là. Et l'ailier fort, Ah ouais. ailier fort shooter qui a fait une grosse paire Ah, avec Shane Fry. Ray Allen aux Sonics. Avec longiligne. Il est au bout du banc du 8 sur le doublé. Ah. J'ai sa tête. Ah non, vas-y, je l'aurais pas. Rashard Lewis. Putain. Ok, du coup, ouais, ok. Waouh. Putain, j'ai pas renversé le système. Hein. On est minable. On est sur minable. ce quiz. Le niveau Absolument augmentera. Du coup, j'ai fait 2 points. Et toi, tu as fait 2 points également. Ce qui ne fait 6 points à 4 points. C'est catastrophique. Écoute, tout n'est pas fini. Il reste le qui suis-je. Le qui suis-je.
Écoute, qui vaut... Allez, 3 points. Soyons fous. Changeons tout ce jeu sur le qui suis-je. Écoute... Ah, vas-y, je le fais, je commence. Vas-y. Et n'hésitez pas, bien entendu, à jouer avec nous, à essayer de nous devancer au vu de notre niveau, ma foi, dramatique. À trouver avant nous ce personnage, ce joueur caché dans ce qui suis-je. Allez, c'est parti. Je suis né le 4 janvier 1985. J'ai donc aujourd'hui 36 ans. Je suis drafté par les Boston Celtics au 15e choix de la draft 2004. Je fais mes 3 premières saisons, 71 matchs, 59 matchs, 69 matchs à Boston, où je tourne, c'est une moyenne, mes 2 premières saisons où je tourne à 6 points, 8 points, avec 4 rebonds, 5 rebonds. Mais c'est ma 3e saison où je passe titulaire, je joue 60 matchs titulaires, et je tourne à 16 points et 11 rebonds. Big Al Jefferson. Al Jefferson. Al Jefferson, c'est bien joué, c'est très clean. Ah putain, j'aurais pu le trouver plus vite. Hein? Ouais, non, ça va. J'allais te balancer le petit trade de Boston, là. C'était juste après. Bien joué. Ok. Allez, moi je vais... c'était pas possible. Je suis né, moi aussi en 1985, Ah, mais le 30 avril. le 30 avril 85, 36 ans également. Ah, 36 ans également. Je nais du côté de Baton Rouge, Louisiane. Baton Rouge. Où je reste en Louisiane pour faire mon université du côté de LSU. Ah, c'est vrai que j'ai pas d'université. moi. LSU Université, 36 ans, ok. Je suis drafté en 2005 à la 33e place de la draft. Je suis donc un joueur de deuxième tour. Je suis un beau bébé, 2m3, 113 kg. Je suis intérieur, j'alterne entre le poste 4 et 5. Donc je commence, je suis drafté, je ne te l'ai pas dit, en 2005. Et on en a brièvement parlé, je vais du côté des Hornets d'Oklahoma City. Donc pendant les quelques années de déménagement de la franchise. Je fais des saisons très discrètes, je joue pas beaucoup, à peine une vingtaine de matchs, 2 points, 2 rebonds, c'est très discret. Mes stats commencent à augmenter un petit peu en 2007, lorsque je rejoins les Dallas Mavericks, où je resterai 2 ans. Les passes de Jason Kidd m'aidant, mes moyennes augmentent un petit peu, je sors du banc, je fais 8 points, 4 rebonds, dans ces eaux-là. Je fais ensuite, je pars à Orlando, en 2009-10, juste après la finale d'Orlando, non ? J'ai un nom, ouais, vas-y. Première saison très peu notable, 50 matchs, dont seulement 3 titulaires, 5,8 points, 2,5 rebonds, c'est pas une très belle saison. La suivante, toutefois, je deviens titulaire, en commençant 51 matchs sur 76. Oh, mais je l'ai au bout de la langue. J'ai un nom, en tout cas, si c'est pas celui-là, je suis... Je fais 11,2 points et 5,6. Il a un nom francophone, un peu ? Ou pas du tout ? Plus ou moins. Pas vraiment, mais... Ah, attends. L'année d'après, je vais à Boston, là où je jouerai je pense mes années en carrière les plus notables. Où je suis... En quelle année il va à Boston ? Il va à Boston en 2011-12. J'y ferai 4 ans, où je suis titulaire vraiment très régulier à l'intérieur. Je suis un joueur de complément, quoi. 12,5 points, 6 rebonds, avec une défense appliquée, un bon petit shooter à mi-distance. Donc ma carrière à Boston s'arrête en 2015. Brandon Bass ? C'est Brandon Bass. Ouais, je suis allé le chercher de nulle part, quoi. Wow, j'aurais dû le trouver avant. Bien joué, très bonne... très bon qui suis-je. Bah, bien joué. Écoute, ça me fait du coup... Je vais 9... Ça fera 9 à 8. Le premier quiz me revient, malgré le fait que je ne gagne jamais des quiz. Mais aujourd'hui, ce fut mon jour. Écoute, bien joué. Je pense qu'à la prochaine fois, on essaie de retrouver aussi d'autres petits jeux Carrément, ouais. À tout ça. Bah, écoute, merci pour ton temps. Je pense qu'on a fait le tour de ce que vous voulez dire, le petit tour des playoffs. Ce step back in time des Sonics fut fort agréable, ma foi, de se replonger un peu dans ça. Ouais, carrément. Et pour finir avec un petit quiz qui fait du bien. Donc, écoute, je te dis à très bientôt. Et merci à tous pour nous avoir écoutés, pour passer du temps avec nous. Et on se revoit très vite. À très vite. Allez, des bisous, dodo. Ciao, ciao.